Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 17 juin 2025 et c'est l'épisode 416. Alors, il y a Meta qui a une fois de plus sorti son carnet de chèques et qui en a signé un à plusieurs zéros, peut-être même plusieurs chèques, allez savoir, pour investir dans une entreprise. Quelle AI, 14 milliards d'investissements pour une boîte qui, vous ne le devinerez probablement jamais, compte tenu de l'actualité et compte tenu du nom de l'entreprise, elle fait de l'intelligence artificielle. Bon, en fait, elle fait de l'étiquetage, des données, mais on va vous parler de tout ça. Meta ne veut absolument pas que ce sujet majeur lui glisse entre les doigts et met tous les moyens possibles en jeu. Je vais pas faire semblant, de toute façon, l'actualité de cette semaine, de toute façon, c'est beaucoup d'intelligence artificielle avec encore, tiens, un nouveau modèle d'OpenAI qui réfléchit, qui dit réfléchit avant de répondre quand on dit bonjour, etc. etc. Et puis un modèle qui réfléchit, mais qui réfléchit rapidement chez Mistral, avec la palme du nom le plus malin, c'est Magistral, le nom est incroyable. Et puis évidemment, les soucis liés à l'entraînement des modèles, c'est fou ce qu'ils sont calés en culture pop, ces modèles, que ce soit dans l'univers de Star Wars, d'Harry Potter ou de bien d'autres encore. Et puis tiens, mon sujet chouchou aussi en cours d'épisode, celui de la restauration d'œuvres d'art, qui est boosté à la tech, c'est enthousiasmant, mais évidemment ça pose comme toujours des questions de fond. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à la tech ce que les sabres laser sont aux Jedi, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien, oui, c'est vrai, je fais bzzz Oui, mais tu le fais bien, tout le tu le temps, fais bien, tout le tu le temps. fais avec... ça nous impressionne tous autant que nous sommes en train de t'écouter, Guillaume. C'est vrai qu'on m'a dit que ça manquait, ces petites analogies pour introduire les épisodes, donc je me risque à nouveau à cet exercice d'équilibriste. Une petite section pour mettre en avant les personnes qui ont accepté de nous soutenir sur Patreon depuis la semaine dernière, soit pour la première fois, soit peut-être même parfois ils remplacent des personnes qui ont choisi de mettre fin à leur abonnement, puisque c'est sans engagement. Il y a François Brault, il y a Zzz. Alors, j'espère que je le prononce bien parce que c'est Z minuscule, Z minuscule, Z majuscule, Z majuscule, Z minuscule, Z minuscule, donc ça fait Zzz. Voilà. Sébastien Maintenet, Zach Zach Top et Laurent Bidet. Merci beaucoup à vous. Et puis merci aussi de déposer des avis sur Apple Podcast et Podcast Addict. Vous en avez l'habitude maintenant. Il y a Kamchigo qui a dit sur Podcast Addict, excellent podcast, parfait pour se tenir au courant des 550 modèles d'intelligence artificielle qui sortent chaque semaine. Je pense qu'en plus, cet épisode va encore plus te donner raison, Kamchigo. Quoique, on n'est pas dans un supplément où on fait une revue de tout ce qui peut arriver, mais vous allez voir qu'il y a quand même une place importante pour l'intelligence artificielle une fois de plus. Et puis, je vous invite à aller sur techcafé.fr où il y a des petites choses qui se préparent, doucement mais sûrement. Vous allez peut-être prochainement pouvoir recevoir des emails liés à Tech Café, donc allez sur techcafé.fr. Rendez-vous aussi sur Discord où on parle de plein d'autres choses que de tech, mais on parle aussi de tech. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous, et ça nous fait évidemment très plaisir de prolonger les échanges sur cet espace, techcafé.fr/Discord. Et d'ailleurs, justement, une petite discussion qui a retenu ton attention, Guillaume, c'est Onustus qui parlait des cartes à puce. Ouais, un écho aux techniques pour pirater la Nintendo Switch, de les bons tuyaux qu'on donnait la dernière fois. Onustus nous révèle que les mêmes sont utilisés pour les cartes à puce. Enfin, les mêmes sont utilisés pour plein de trucs en fait, mais lui il parle des cartes à puce, et donc on disait qu'on pouvait faire chuter la tension du processeur de la Switch pour lui faire voir des absences bien commodes. Ça s'appelle une attaque en courant. C'est pas évident de faire des attaques en courant, Mais non, parce moi que je ça suis bouge toujours assis. vachement, t'es essoufflé, les attaques à vachis, c'est plus facile, quand même. Bon. Alors évidemment, merci à lui donc, qui nous liste aussi quelques autres attaques sur les cartes opus, qui ont donc un petit CPU, mais qui n'ont pas d'horloge ni de source de courant. C'est le terminal qui le fournit, et donc un terminal qui peut être manipulé pour faire varier le courant, et donc attaquer le CPU en courant, comme sur la Switch. Mais il y a aussi des attaques qui font varier l'horloge, ou les attaques chrono. Ces attaques chrono, c'est quand tu mesures combien de temps met la puce pour faire un boulot, que tu lui demandes, quoi, et du coup tu devines, en fait tu peux deviner ce qu'elle fait. Comme il dit, effectivement, une addition, ça prend moins de temps qu'une multiplication, etc. Et donc, pour tout ça, il y a des contre-mesures. Donc, il y a des redondances dans les calculs, il y a des calculs supplémentaires, artificiels, pour masquer le temps vraiment pris par le boulot à faire, des implémentations matérielles volontairement bordéliques, avec des pins mélangés, tout ça. Donc, c'est cool de rappeler que les cartes à puce doivent être assez bien endurcies, en fait, des petits cyberchars d'assaut, dans l'idéal. Et on se souvient aussi que dans certains types d'attaques, on a les mêmes choses. Par exemple, on se souvient de Spectre qui utilisait aussi des timings, par exemple, pour déterminer où étaient stockés les trucs et tout. Donc c'est assez intéressant comme remarque.
Eh ben merci, ça achèvera de vous convaincre peut-être d'aller jeter un coup d'œil sur Discord. Et puis, il y a d'autres initiatives, hein. Il y a une personne qui nous soutient sur Patreon qui est Simon, qui a développé une plateforme qui permet d'aller identifier les associations d'intérêt général qu'on peut soutenir. Il n'avait pas trouvé de solution à ce niveau-là, donc il a créé 3615 assos. C'est une espèce d'annuaire comme ça. Donc on lui posait la question sur Discord de comment est-ce que tu sélectionnes les assos. Très clairement, c'est les associations d'intérêt général qui sont sélectionnées, qui sont mises en avant, avec un look assez rétro et très cool. Donc si jamais vous avez des envies de faire des participations à des associations, de faire des dons, vous pouvez aller sur 3615 assos et puis discuter avec Simon de cette plateforme sur Discord. Merci à lui pour cette initiative, c'est très cool. Mais sans autre forme de procès, on va pouvoir couvrir les news de la semaine. Et effectivement, c'est un gros montant, une fois de plus, hein, qui sort du compte en banque de Meta pour l'investissement dans une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est original, Guillaume? Oui, bon, s'il y a bien un truc qu'on doit reconnaître à Mark Zuckerberg, hein, c'est que c'est quand même un bon client, quoi. Tu vois, il regarde pas à la dépense, il prend toujours le café à la fin, grand prince. Déjà, quand il a racheté Instagram pour 1 milliard en 2012, on avait dit qu'il avait été large, hein, quand même, hein. Quand ça a été 22 milliards, dont 17 en actions pour WhatsApp 2 ans plus tard, on s'est dit qu'il avait carrément surpayé. Et c'est encore la même chose cette fois, avec ce qui constitue la deuxième plus grosse dépense, hein, puisque c'est quand même 14,3 milliards de dollars pour acquérir même pas la majorité de Scale AI et 49%. embaucher son PDG, donc qui s'appelle Alexander Wang. Alors Scalary, c'est quoi? C'est pas vraiment une boîte qui produit des IA finalement, elle produit plus de la donnée, en particulier des exemples de certains types de données, donc des images de texte, tout ce que vous voulez, pour le civil comme pour le militaire, hein. Donc ça pourrait être des vidéos de conduite, hein, pour les voitures autonomes, ou ça peut être des cibles pour les drones, ou ça peut être des textes, effectivement, des images à noter, des textes à noter, etc. Bref, des données plus ou moins spécialisées pour l'entraînement des IA et d'IA de tout type. Elle offre aussi des services de test de ces IA, d'alignement, de sécurité, ce genre de trucs. Le boulot, il est fait par une multitude de gens à travers le monde, hein, qui sont employés par Scale AI, ou par d'ailleurs, ou sous-traités d'ailleurs à d'autres entreprises. Et elle a été fondée en 2016 et elle travaille aussi bien pour OpenAI que pour PayPal, Toyota ou l'armée américaine. Et du coup, bah, c'est un peu étrange. Déjà, premier truc étrange, c'est que du coup, bah, Scale AI va perdre des clients parce que qu'est-ce qu'elle a? Elle travaille avec Google, Microsoft et OpenAI, qui sont déjà en train de se barrer parce que bah, Meta, c'est un concurrent quoi, frontal, hein, dans l'IA et bon, ailleurs parfois. Donc, c'est étrange parce que tu prends énormément de parts dans une société et tu lui fais perdre des clients au passage. Il y a un an, Scale AI, elle avait levé 1 milliard de plein d'investisseurs différents, y compris Amazon, et ça valorisait la boîte autour de 14 milliards de dollars. Mais là, Meta rachète 49% des parts pour 14,3 milliards, ce qui veut dire qu'il estime que la boîte en pèse en fait une trentaine. C'est vraiment beaucoup. Donc ça veut dire que la boîte a explosé en valeur. Donc c'est un bon investissement pour Amazon aussi, hein. Donc c'est assez étonnant tout ça parce que bon, ça va rapporter beaucoup de gens à Amazon et à plein d'autres investisseurs. Parce qu'en fait, il semble que Meta doit payer des dividendes aux investisseurs actuels. Et il y a Axel, par exemple, qui est un des premiers sur les rangs, qui pourrait recevoir 2,5 milliards. Donc le montage est bizarre, mais il rappelle un peu ce que Microsoft a fait avec Inflection et Mustafa Suleyman. Meta rachète pas vraiment Scale AI, mais il tenait apparemment vraiment à récupérer son boss pour en faire leur boss à eux, dans le labo de super intelligence chez Meta. Alors bon, on verra ce que c'est, disons, officiellement. C'est une embauche qui est vraiment très très dispendieuse, hein, pour en plus un profil qui n'est pas du tout scientifique, puisque Wang, c'est un homme d'affaires en réalité. Il est parti du MIT en première année. Alors il a un goût très prononcé pour les maths, pour l'ingénierie, tout ça, mais c'est pas du tout un chercheur en intelligence artificielle, hein. Et par contre, il est très doué pour les affaires, puisqu'il est milliardaire à 27 ans. Et en fait, Wang, il est plus proche d'un Sam Altman, j'ai l'impression. Et Sam Altman, qu'il connaît bien d'ailleurs, parce qu'il a même habité avec. Ils ont été confinés dans la même maison pendant le Covid. Ah oui, Alors ça Altman a rapproche. aussi ça rapproche, on sait pas à quel point, mais bon, ça rapproche. Altman a aussi abandonné ses études à Stanford, hein, donc il dirige OpenAI, il a géré Y Combinator auparavant. Donc c'est pareil, il était à Stanford, Altman, mais c'est pas non plus un profil scientifique. De toute façon, voilà, s'est plus occupé d'investissement, etc. Donc les deux hommes sont des hommes d'affaires doués, avec une tchatche, donc une tchatche légendaire, hein, avec Sam Altman, vu les milliards qu'il récolte tout le temps, et un carnet d'adresses incroyable. Donc j'ai l'impression que Meta veut son Altman à lui pour avoir son OpenAI à lui, en gros, hein, puisqu'OpenAI est, selon les mots mêmes de son PDG, une boîte de super intelligence avant tout, n'est-ce pas? C'est désormais ce que poursuit ouvertement Zuckerberg, la super intelligence, et donc il tente aussi de débaucher partout où il peut des talents. Donc il semble qu'il y a des douzaines de chercheurs chez OpenAI, chez DeepMind, en passant par Microsoft aussi, qui ont reçu des messages de Meta, des messages spontanément, des mails, des trucs WhatsApp, quoi, qui leur offrent des ponts d'or. Salaire à 5 chiffres, liberté totale, puissance de calcul illimitée,
Bah, à tel point que ça force les concurrents à s'aligner, hein, ça les emmerde un peu, et à revaloriser leurs propres employés. Et il y en a qui succombent, hein. Il y a Jack Rae de DeepMind qui est parti d'ailleurs. Et alors, c'est vrai que la dernière version de Llama a déçu les amateurs d'open source, au moins, et peut-être un peu tout le monde, parce que bon, il est trop lourd et pas flamboyant, hein, le Llama 4, hein, et en fait, il aurait déçu en interne aussi, sans compter que la version la plus puissante, elle est toujours pas terminée, on voit toujours pas où elle est, donc bon, quand même. Et Zuckerberg veut rebooter Llama. Il veut en faire une refonte totale de son labo, et il voulait absolument Wang à sa tête, avec une sorte de Dream Team. Ne doutons pas qu'il annoncera, voilà, quand il aura réussi à débaucher suffisamment de gens, bah, voilà, il annoncera officiellement son nouveau labo IA, puis on verra bien ce que c'est. On parle souvent d'Yann Lequin, qui est un recruté chez Meta. Lui, il est plutôt sur un aspect recherche, c'est ça, Yann Lequin, Oui, finalement, il est un complètement, petit peu à complètement. part de cette partie Yann côté Lequin, commercial. lui, il est chez FAIR, qui est un laboratoire beaucoup plus théorique, enfin, Mm. même carrément théorique. C'est-à-dire que lui, il n'est pas tenu de faire des produits, quoi. Mm. Alors Si c'est qu'ils pas rentable, c'est pas grave. ils avaient, ouais, complètement. Ils avaient une autre équipe qui s'occupait de Llama AI, qui, elle était vraiment chargée de faire des produits, quoi, des trucs qu'ils allaient utiliser en interne, etc. Beaucoup plus appliqués, quoi. Et apparemment, bon, bah, cette équipe, bon, je pense qu'elle n'existe plus, quoi. Elle est en train d'être reformée, tout ça est en train d'être refondu, probablement, voilà, dans une nouvelle entité. C'est vrai que je voudrais pas donner l'impression que j'ai une vision complètement claire sur le plan stratégique de cet investissement. Mais ce qu'on peut peut-être se dire aussi, Guillaume, c'est que finalement, ça a l'air d'être assez fondamental, ce travail d'étiquetage des données, cette espèce de catégorisation qui permet forcément un entraînement. Ils font pas que ça, hein, tu l'as dit. Mais est-ce que finalement, une des volontés qu'il pourrait y avoir derrière cet investissement de la part de Meta, c'est effectivement quelque part de faire fuir les autres clients pour s'octroyer une large part de cette activité. Et puis, quelque part, est-ce que c'est pas aussi un moyen, parce qu'on pourrait se dire un coup parti, pourquoi est-ce que tu rachètes pas complètement la boîte? Bon, on sait que les rachats dans le domaine de la tech, c'est un peu plus surveillé qu'avant, mais peut-être aussi qu'il y a une volonté de la part de Mark Zuckerberg de pas forcément s'encombrer avec une entreprise qui, sauf erreur de ma part, Guillaume, et tu me corriges si je dis des bêtises, mais s'appuie massivement sur un réseau de personnes qui font un boulot dans le monde, comme on en a l'habitude de connaître la teneur, à savoir des trucs qui ne sont pas forcément appuyés avec des contrats, sur lesquels ils ne sont pas forcément accompagnés, où ils sont amenés à faire un travail qui n'est pas forcément épanouissant, voire dans certains cas plutôt difficile. Peut-être que Mark Zuckerberg, il n'a pas envie de reproduire cette erreur, d'être trop directement impliqué dans la sollicitation de ces gens à travers le monde. Je dis une bêtise ou ça serait plausible d'interpréter Non, ça comme bon, ça? c'est vrai que c'est un boulot qui est complètement ubérisé, hein, parce qu'elle est AI, enfin, en tout cas, le boulot d'étiquetage, tout ça, c'est vrai. Après, quand tu es à la valorisation du truc, honnêtement, c'est compliqué. Et est-ce Ouais. que ça va Mm. handicaper les autres qui pourront plus avoir recours à leurs services? Bah, je pense qu'il y a des concurrents, et puis Ouais, c'est pas comme les seuls. Google, quand c'est des trucs aussi énormes, ils ont probablement les moyens de le faire en grande partie eux-mêmes, donc je sais pas, je suis pas sûr, mais bon, on Pas, verra. pas de panique pour les autres. Bon, en tout cas, il s'était renommé après Facebook Meta parce que l'avenir c'était le métavers. On sent que le métavers, ça devient quand même une espèce de lubie très très secondaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de là à penser que ça va se rappeler Meta AI au niveau du groupe ou AI quelque chose. Bon, allez savoir. En attendant, Guillaume, est-ce que ça veut dire que Meta ils sont plutôt en retard sur l'intelligence artificielle? À quel point ils ont besoin de bosser et de prendre leur part? On parle régulièrement des documents de recherche de Meta qui sont plutôt positifs. Et puis Llama, qui est quand même un LLM, et il y a plein d'aspects d'ailleurs, hein, il n'y a pas que la langue, mais il y a le LLM qui est quand même plutôt connu et identifié comme étant un modèle avec des gros guillemets open source plutôt qualitatif, non? Oui, oui, bah alors le truc, c'est que jusqu'à présent, oui, mais bon, les choses changent vite, hein. Il y a un Ah, an, Meta était un acteur majeur de l'IA avec Llama 3.3, qui était très compétitif, et il semblait acquis que la version suivante allait rivaliser sans problème avec la concurrence au plus haut niveau. Aujourd'hui, en interne, les ingénieurs de chez Meta utilisent Claude. Ça la fout mal. Voilà, ma 4 a fait des progrès en langue, et sur les hallucinations aussi, mais sur d'autres points, bah, les employés Meta lui préfèrent la concurrence, quoi. Donc on comprend un peu l'urgence ressentie par Mark Zuckerberg, hein, mais bon, après, il y a aussi parfois tout simplement des décisions débiles, hein, qui sont prises, hein, et qui font d'ailleurs relativiser l'idiotie du lama des fois, parce que finalement, en comparaison, est-il si con ce lama? Regarde. ah bah oui. Si on lui avait demandé à Lama 4 si c'était une bonne idée de rendre les chats publics avec Meta AI, hein, le Mm, chatbot de Meta, mm. il aurait sans doute mentionné que peut-être de très nombreuses personnes n'allaient pas se rendre compte que c'était public, ça allait tourner au cauchemar question vie privée.
pour ceux qui voient les secrets les plus intimes qu'ils ont confiés au chatbot exposés au monde entier, déjà, c'est un cauchemar, hein, pour vous aussi, hein, qui les voyez sans rien avoir demandé. Est-ce que vous avez vraiment envie de savoir ce que Jean-Jacques 44 pense de manger des crottes de nez, savoir qu'il aime lécher les vitres? Est-ce que ça vous intéresse que Super Poupouille 89 aime les grosses fesses et les cuissardes? Je pense pas. Pourtant, Meta était persuadé que oui. Et si votre compte Instagram est réglé sur public, que vous allez sur Meta AI discuter, bah, le contenu de votre chat le sera aussi. Quelle brillante idée! Et comme en plus il y a la génération d'images, bah, vous verrez aussi des photos de Mark Zuckerberg enceint ou de Trump en train de rouler une pelle à Netanyahou. Enfin bon. La seule chose qui sauve un peu ce désastre, c'est que relativement peu de gens utilisent Meta AI. Et ça aussi, c'est un problème, à mon avis, de Zuckerberg, hein, c'est que Ouais. l'appli a été Mm. téléchargée que 6 millions de fois. Mm. C'est à la fois peu et beaucoup, quoi, hein. Et, Pour Meta, c'est pas énorme, on va et, dire. et Et au, je pense que c'est aussi le Et, problème. et au passage, pour rebondir juste là-dessus, Guillaume, une des raisons pour lesquelles cette application est installée, c'est aussi parce que c'est l'application compagnon maintenant des Meta Ray-Ban. C'est-à-dire que ça peut aussi motiver juste les gens à configurer leurs lunettes. Donc, c'est même pas forcément une volonté d'utiliser un chatbot par IA en plus. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, après, il y a la nouvelle fonction de vidéo, de transformation avec des nouveaux Et styles ou oui. des nouveaux trucs, qui marchent plus ou moins bien. Parfois, on a l'impression que le but, c'est de te montrer à quoi ressemblent tes vidéos sous Champi, mais il y a des fois, ça marche de manière plus rigolote. Bon, est-ce que vraiment est-ce que c'est transformatif? Je suis pas sûr. Ouais, c'est des espèces de super filtres comme on en connaît sur Ouais. Instagram qui ont plus ou moins de succès, hein. Dans les notes de l'épisode, vous avez des articles avec un témoignage, notamment chez The Verge, d'un rendu assez douteux, je dois dire, hein, d'animaux comme ça, passés dans le désert. On voit plus trop à quoi ça ressemble. Bon, ça va s'améliorer. En tout cas, il y a indubitablement ce progrès de l'intelligence artificielle. On serait mal placé dans Tech Café pour vous le dire, en particulier dans cet épisode. Et forcément, il y a toujours cette crainte, hein, d'avoir l'intelligence artificielle qui vient supplanter l'humanité ou en tout cas faire suffisamment de problèmes pour qu'on s'en inquiète. Et c'est le cas dans certains États américains où ils tentent de légiférer à ce sujet, Guillaume. Mais après la Californie, c'est au tour de New York de tenter de passer une loi anti-Terminator parce que le RAISE Act, ça fait quand même pas mal penser à la SB 1047 de Californie, hein, dont on avait Mhm. parlé, qui a finalement pas été validée parce que le gouverneur a mis son veto. Et bon, c'est fun les noms de lois aux États-Unis, c'est fun, hein, parce que déjà RAISE c'est mieux que SB 1047, c'est sûr, c'est Mhm. c'est bien avoir un bon acronyme, ça aide, hein, ça tape. RAISE ça claque. D'ailleurs, ça claque tellement qu'il y a trois autres RAISE Act aussi. Ah. Je vais pas les citer, mais bon, il y en a plein en fait. Sur l'éducation, sur les employés, je sais pas quoi, sur l'immigration. Enfin bon. Oula. Et en tout cas, le problème, c'est que quand tu prends des centaines de projets de loi avec seulement 26 lettres à assembler, bah évidemment. Hein. Mais donc, bref, notre raise à nous, évidemment, il concerne l'IA. Et donc, il veut tenir pour responsable les grosses boîtes qui font des IA, alors les IA les plus puissantes, hein, vraiment les grosses boîtes, au cas où elles feraient de très grosses conneries. Genre Mhm. très très grosses, hein, plus d'1 milliard de dollars de dommages ou la mort de plus de 100 personnes. Les plus grands laboratoires d'IA du monde devront donc publier des rapports sur la sécurité de leurs modèles, enfin de leurs modèles d'avant-garde, hein, pas de tous, mais vraiment les frontières, quoi. Donc ils signalent aussi, le cas échéant, s'ils ont eu des incidents liés à la sécurité. Alors ça peut être à propos de l'IA elle-même qui tente de s'échapper, je sais pas, par exemple, ou plus simplement quand on leur vole un modèle. Sans quoi la loi permet au procureur général de New York des sanctions allant jusqu'à 30 millions de dollars, ce qui me paraît assez peu pour 1 milliard de dégâts, mais bon, je sais pas, il y aura peut-être d'autres discussions Quand, si c'est vraiment 1 milliard de dégâts. quand on vient de parler d'un investissement à 14 milliards qui représente C'est 49% d'une bon. boîte. Ah, En tout cas, en plus, à la différence de la loi californienne, ça concerne vraiment que les plus grands modèles, puisque ne sont concernés que les IA qui nécessitent plus de 100 millions de dollars pour être entraînées, ce qui concerne aucune IA actuelle. Donc déjà, au moins. on a un petit peu de marge. Alors ça n'empêche pas, bien entendu, les principaux acteurs de hurler que c'est une loi dangereuse pour l'innovation, tout ça, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, c'est pas encore passé parce que bah, et voilà, la gouverneure de l'État pourra ou non accepter ce truc en l'état, demander des amendements ou carrément le jeter à la poubelle. Donc on verra ce qu'en dit Cathy Hochul. À suivre donc sur ce dispositif légal. En attendant, on va s'éloigner des États-Unis parce qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps. Tu nous avais expliqué cette espèce de tournée VRP de Donald Trump pour vendre de l'intelligence artificielle et de la tech globalement dans le Golfe. Un peu de suivi à ce sujet, du coup. Oui, on avait parlé il y a un petit mois peut-être de cette tournée dans le golfe Persique, hein, et des milliards par centaines qu'on a promis à Donald pour des data centers géants, des GPU par camion. Hein. On avait parlé de Human, voilà, de G42, des cadres de Nvidia, OpenAI, Cisco, Aura, qui étaient très très contents de tous les contrats. Ça a été énormément médiatisé, on l'a vu absolument partout, et pourtant c'est très loin d'être fait tout ça. Parce qu'après le show télé, il y a la vraie politique. Et là, Washington, ben, on hésite à envoyer autant de technologies de pointe américaines dans des pays en lesquels est-ce qu'on a confiance en fait.
Donc il y a 5 sources qui ont été interrogées par Reuters et il s'est pas encore décidé d'après elles, hein. Les liens entre les Émirats arabes unis et la Chine sont pas si clairs que ça. Il y a eu des signes de bonne volonté côté Émirats il y a un petit moment, mais il y a quand même un passif qui date d'ailleurs de l'ère Biden, hein, même avant, hein. Le Golfe avait adopté Huawei pour la 5G, alors que les États-Unis s'y étaient opposés, par exemple. Il y a des boîtes chinoises qui sont encore très actives dans la région, et ça sert aussi parfois de hub pour contourner les sanctions sur la Russie depuis 2022. Donc encore aujourd'hui, il semble qu'il y a toujours des réticences, hein, donc de côté Washington, qu'il y a pour le moment pas de calendrier très clair sur la concrétisation de tout ce qu'on a vu, en particulier dans les Émirats arabes unis. On évoque que les campus IA seraient peut-être des sortes d'enclaves gérées par les Américains, mais est-ce que ça sera suffisant? Bon, c'est pas l'Extrême-Orient, c'est le Moyen-Orient, mais c'est peut-être déjà trop l'Orient pour eux. On avait déjà, hein, de toute façon, dessiné cette possibilité dans Tech Café et tu avais été très clair à ce sujet. C'était des promesses et en tout cas, il n'y avait rien de concrétisé et que tout restait à faire. Bon, bah, on voit à quel point ces annonces fracassantes, parfois, ont du mal à se concrétiser. On va faire un petit tour du côté du plus connu des acteurs de l'intelligence artificielle, peut-être depuis l'arrivée de ChatGPT, c'est OpenAI. Et là, ben, bon, il y a du nouveau et en même temps, ce nouveau est dans une forme de continuité, j'allais dire. Je sais pas si c'est une bonne manière de présenter les choses, mais... Oh bah carrément, de toute façon, bon, il y a quelques petites news, hein, on va faire un petit tunnel OpenAI cette semaine. Donc c'est vrai qu'il y a O3 Pro, donc leur modèle de raisonnement. Il y a aussi les divagations de Sam Altman. Ça le prend régulièrement, hein. Il écrit des trucs sur des interminables posts de blog qui fait au feeling. Voilà. Et puis son feeling en général, c'est que c'est super. L'IA, c'est super, quoi. Écoute, ça le détend, ça rassure les investisseurs. Là, OpenAI annonce 10 milliards de chiffre d'affaires. C'est déjà pas mal, mais il table sur 125 pour 2029. Donc ça fait quand même 10 fois plus en 4 ans, c'est ambitieux. Et c'est sans doute ce qui serait idéal pour lui en termes de rentabilité, parce que pour l'instant, ils ont 3 millions d'utilisateurs payants, soit moins de 1% des 500 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Ils continuent à brûler des milliards chaque mois pour faire tourner toutes ces formidables intelligences, hein. Et leurs besoins ne cessent d'augmenter. Ils ont d'ailleurs signé un contrat assez improbable avec Google Cloud. Parce que Google est à la fois un concurrent direct de Microsoft via Azure et autres, et un concurrent d'OpenAI via DeepMind. Donc c'est incroyable. Mais C'est bon, vrai ok. qu'il y a des mariages un peu curieux quand même dans cette C'est histoire. voilà, donc parce que ouais, Gemini, c'est quand même un des plus dangereux rivaux d'OpenAI, quoi. Mais bon, il semble qu'ils aient besoin d'une nouvelle capacité en attendant Stargate, donc peut-être que ça montre aussi le besoin qu'ils ont, quoi. Ils sont peut-être déjà saturés, quoi, hein. Imagine un peu la puissance que ça représente. Ils ont déjà pas mal de trucs, ils sont complètement saturés. Et bien sûr, si tu écoutes Sam Altman, c'est pas grand-chose. Mmh. Non, mais c'est rien. Il donne C'est... une estimation du coût énergétique moyen d'une requête à GPT-4o et c'est 0,3 Oh, Wh. c'est pas beaucoup. Et en fait, c'est en ligne avec des précédentes estimations dont on avait parlé, hein, et Ouais. d'ailleurs, on peut ici avoir les mêmes arguments qu'on a vu à l'époque quand on avait vu ces estimations-là. C'est pour GPT-4o, c'est un modèle qui ne réfléchit pas. Et c'est dans le cas d'usage de chat, hein. Pour un truc comme O3, dans une situation de RAG, par exemple, où on a accès à des bases de données externes, les chiffres peuvent être bien plus élevés, genre facilement 10 fois plus élevés. Ça, on l'avait déjà vu, hein. Minimiser comme ça l'impact environnemental de l'IA en disant que ça consomme que dalle, que ça consomme le 15e d'une cuillère à café d'eau, c'est complètement irresponsable en réalité. Mmh. Et surtout, en vrai, c'est pas si peu. Une requête, c'est pas grand-chose, hein, c'est un tour de conversation. Combien un utilisateur fait de tours de conversation par Mmh. semaine? 10, 100, 200, Ah, en 500? moyenne, ça doit Disons être même, énorme. allez, même si on dit 10, pour être Mmh. vraiment très, très, très Mmh. gentil, hein. Si on dit 10, ça représente déjà 1,1 gigawattheure qui sont consommés par semaine. Et c'est en supposant seulement 10 tours par semaine et avec GPT-4o, donc le modèle qui pond le moins de tokens. Donc c'est très, très, très largement sous-estimé. Et comme l'ambition de Sam, c'est quoi? Enfin, c'est qu'on soit en permanence en train d'utiliser ces IA, quoi, hein, qu'on porterait sur soi des gadgets comme celui que est en train de fabriquer Johnny Ive, et que ce truc sera notre compagnon, notre assistant, tout ça. Donc on n'est pas à 10 échanges par semaine là, hein, et on parle pas du multimodal, et on parle pas de la génération d'images et tout le Mmh. bordel. Une vidéo. Donc si tu veux, c'est ridicule de dire non, mais c'est 0,3 watts. C'est ridicule Mmh. 0,3 watts, mais ça veut rien dire, ça, 0,3 wattheure. Mais bon, c'est pas grave, parce que pour Altman, l'énergie et l'intelligence seront incroyablement abondantes dans les années 2030. Ça rappelle les discours du Big Boss chez Anthropic, ça. Ben écoute, ouais, donc voilà, on aura de l'énergie abondante en 2030. Ah bon? Ah bon? C'est ce qu'il écrit noir sur blanc, hein. Ça a Et de toujours été le cas sur l'intelligence abondante, mais forcément. oui, Il le mais dit, bah, hein, mais c'est oui, mais bien forcément. sûr, puis on aura des découvertes à la chaîne, physique des hautes énergies, colonisation de l'espace, interface à très haut débit avec le cerveau, j'invente rien, hein. C'est celle-là même dont on a dit que c'était débile parce que le cerveau, en fait, il est pas haut débit, hein, il tourne à 10 bits secondes. Mmh. Et donc, non, c'est vraiment les divagations de Sam Altman dans son billet qui s'appelle The Gentle Singularity, la singularité gentille, cool, qui fait pas peur. Vous allez voir, ça va être super.
On aura de l'énergie limitée dans 5 ans. Comment? Alors qu'à peu près tous les voyants sont au rouge sur à peu près tous les sujets. Bah écoute, trust me bro, hein, fais-moi confiance. Il est de plus en plus difficile de prendre au sérieux les patrons de l'IA quand même, hein. Vraiment, hein. C'est en attendant la singularité gentille en tout cas. O3 Pro, lui, est déjà là, hein, voilà, donc on revient à des trucs qui existent, quoi. Donc il remplace O1 Pro dans l'offre haut de gamme à 200 balles. Mhm. Et bon, il est un peu mieux meilleur que l'ancien, voilà. Ok, il coûte 20 millions de 20 dollars, coûte 20 dollars par million de tokens en entrée et 80 par million en sortie, ce qui reste relativement cher en réalité. La bonne nouvelle, c'est que le O3 normal voit son prix réduit de 80%. Donc du coup, il est beaucoup plus abordable, entre 2 et 8 dollars, hein, en entrée et en sortie respectivement, ce qui est plus en ligne avec Gemini Pro, qui a quand même tiré les prix vers le bas, hein, sur le haut de gamme. Un qui devrait être moins cher, c'est le modèle open source, hein, que nous a promis OpenAI, alors, il devait arriver ce mois-ci. Il Oui, a c'est été vrai, reporté à avant plus tard l'été, là. pendant l'été. Mm. Bon, cela dit, si on en croit Sam Altman, on ne paie rien pour attendre, hein, puisque leur équipe de recherche aurait fait un truc pas prévu et étonnant, et ça vaudrait le coup d'attendre. Moi, je Ah. demande qu'à le croire, hein. Écoute, on a hâte de voir ça arriver en plein milieu de l'été. Ça ferait un petit peu un effet d'annonce comme ça qui réveillerait tout le monde. On parlerait de ça à la rentrée avec beaucoup de fièvre. J'ai hâte, Guillaume. J'ai très hâte. Sache-le, Sam, j'ai hâte. Guillaume, tu voulais nous parler de quelque chose qui relève de l'Inception, de l'illusion, de l'illusion, de l'illusion. Je lis les notes de l'épisode, hein. L'illusion, de l'illusion, de Mais c'est l'illusion. exactement ça, ouais, oui. Et bah oui, parce que j'ai été assez surpris de voir autant de réactions au papier d'Apple que j'ai cité la semaine Mhm. dernière, sur le raisonnement, sur l'illusion du raisonnement. Donc c'était le titre de l'article de l'époque, hein, Illusion of Thinking, voilà, bon. Donc des réactions vives, nombreuses, vraiment très nombreuses, même pour un papier de recherche quand même, avec une certaine polarisation. Rétrospectivement, ça n'aurait pas dû trop me choquer parce qu'il y a énormément d'argent en jeu là-dessus finalement. Et puis il y a aussi, avec l'IA, une composante plus irrationnelle, plus émotionnelle sur le sujet, soit qu'on soit contre ou pour quelque part, il y a un peu de ça, quoi. Alors j'en veux pour preuve qu'il y a un autre papier, bah, entre guillemets un papier, qui est sorti voilà, juste après, qui répond essentiellement avec des contre-arguments à la recherche d'Apple. Un papier qui donc a pour titre Illusion of the Illusion of Thinking, bien entendu. Puisqu'on avait The Illusion of Thinking, là on a Illusion of the Illusion of Thinking, et donc moi je vais essayer de vous faire The Illusion of the Illusion of the Illusion of Ah là Thinking. là. Ouais, c'est bon, je suis. Pour Puisque l'instant, c'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà, puisque voilà, alors ce papier a été écrit par A. Lawson, que je ne connais pas, dont les références données sont inconnues, je ne l'ai pas trouvé, et Claude Opus d'Anthropic. Et c'est vrai que le fait même que cette personne mette un chatbot en co-auteur est idiot, parce que c'est un outil, hein, c'est pas un auteur, et ça montre une position pro-IA Mm. qui, de mon point de vue, montre aussi une sorte de militantisme malvenu et complètement hors sujet. Mm. Genre, ça n'a pas de sens d'être pour ou contre les IA. Mm. Moi, je suis plutôt contre la pluie, je suis aussi assez contre que le chocolat fasse grossir. Moi, je suis contre la guerre. Et voilà, on s'en fout. Enfin, tu vois, nous, ce qu'on essaye de faire, juste tous là, c'est de comprendre comment ces conneries marchent et ce qu'elles peuvent faire ou pas faire. Ouais. Dans la recherche d'Apple, je le rappelle, hein, on teste les chatbots modernes donc sur des problèmes très très spécifiques, hein, des puzzles assez Mhm. classiques. Il y a la tour de Hanoï, il y a le jeu de dames en une dimension, il y a le problème de traversée de rivière, il y a un problème de traversée de rivière, puis un problème d'arrangement de blocs. Hein, voilà pour résumer. Et la conclusion, c'est que les performances des IA s'effondrent très rapidement sur ces problèmes qui sont assez classiques, hein, et dont on connaît des solutions générales, même des algorithmes pour les résoudre. Alors, ce n'est pas une étude parfaite, pas du tout une étude définitive non plus, hein. Les chercheurs admettent qu'elle explore une catégorie très particulière de savoir-faire, hein, donc ça a ses limites, hein. Et très rapidement, il y a eu des contre-arguments qu'on va lister un peu, parce que comme ça, on fera aussi, par la même Ah. occasion, un survol de l'article à charge, hein, de Lawson. Premier argument, c'est celui sur les tours de Hanoï, qui nécessite, alors c'est vrai, trop rapidement, trop de mouvements pour être résolu. Mhm. Et c'est vrai que si tu as N, donc le tour d'Hanoï, vous savez, c'est des petites, bah, c'est des plateaux quoi, que vous empilez sur un piquet, et bon, ça croît comme de puissance le nombre de plateaux. Donc ça croît vraiment très très vite, évidemment. Bon, dans l'article de Lawson, les IA n'auraient pas assez de mémoire. Alors c'est faux, puisque dans la figure 6, pour être précis, on peut voir que dans tous les cas, les LLM ne dépassent guère les 20 000 tokens en sortie, alors que Claude a 64 000 tokens de disponibles. Ouais. Et les autres peut-être même plus, donc bon voilà. Argument rejeté. Argument rejeté. Par contre, un argument qui peut être vrai, c'est l'abandon des modèles. C'est les modèles qui jettent l'éponge d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont conscients que le travail demandé est trop long et conditionnés à ne pas utiliser plus qu'un certain budget token. Comme mon fils pour C'est débarrasser la table, quoi. exactement. Et d'ailleurs, lors de l'entraînement, c'est vrai que bah, on leur demande d'utiliser beaucoup de tokens, mais pas non plus trop, quoi, hein. Et Mhm. donc, à partir d'un moment, ils lâchent l'affaire. Donc peut-être qu'effectivement, ça vient aussi peut-être de leur entraînement, ça c'est possible. Ça, je veux bien l'admettre, c'est tout à fait possible. Deuxième contre-argument, le problème de traverser de la rivière n'a pas de solution pour certains paramètres testés.
Alors c'est vrai, mais c'est pas pertinent. En fait, le problème général utilisé, c'est celui, c'est le problème classique des maris jaloux, en fait, hein, pour être plus général possible. Alors, par exemple, des maris jaloux, bon, on a X maris jaloux, donc on a le même nombre de femmes, hein, voilà, qui appartiennent entre guillemets «à ces maris jaloux», et une femme ne doit jamais se trouver avec un autre homme sans qu'il soit là, lui-même, quoi, hein, sans qu'il soit Mhm. présent. Et tout le monde donc doit passer à bien en utilisant un bateau qui a une capacité qui change. Alors, il peut y avoir 2, 3 ou 4 personnes dessus ou plus. Et bon, dans le papier d'Apple, il se limite à 3. Et avec 3, il est connu qu'il n'est pas possible de résoudre le problème avec 6 maris ou plus. Ok. C'est un choix étrange de la part des auteurs, donc, de se limiter comme ça, c'est bizarre. Mhm. Mais ça change rien à la conclusion parce que les performances des modèles s'effondrent déjà quand le nombre de maris est de 3 et qu'ils Ah, sont tous nuls pour 4 et 5. Donc, bon, ok, ça tient pas. ça tient pas. Dans l'article de Lawson, il affirme que les chatbots peuvent tous sortir un programme en LUA pour résoudre les tours de Hanoi. Ce qui prouve absolument rien, hein, étant donné que Mhm. des solutions algorithmiques abondent dans la littérature. Et très certainement, dans tous les datasets d'entraînement, c'est donc très facile pour un modèle de régurgiter Ouais. en Mhm. LUA ou en Python ou en n'importe quoi d'autre une solution autour de Hanoi. Mhm. Et c'est à peu près tout ce qu'on a finalement pour les Ah, contre-arguments, j'ai ah mince, c'est un l'impression. peu Ça veut sec. dire que sur les 4 types de problèmes, un seul, les tours de Hanoï, pour avoir un semblant de contre-argument valide. Ok. Celui de la rivière n'est pas vraiment pertinent, même si c'est quand même une remarque intéressante en elle-même, hein. Et puis, pour les 2 derniers types de problèmes, il n'y a rien de trop bon. D'autant que le problème des dames en 1D explose pas du tout aussi vite que celui du Tour de Hanoï, et qu'on a des contre-performances très nettes des LLM dessus qui sont quand même assez étonnantes. Alors peut-être que c'est juste trop hors distribution, trop peu présent dans le dataset, mais bon, quand même. Et ça rejoint aussi une autre étude intéressante sur les performances des LLM en mathématiques, puisqu'il s'avère qu'ils sont très bons aux tests comme AIME, qui sont des tests de connaissances de niveau fin de lycée. Par contre, ils sont très mauvais aux Olympiades de maths. Parce que bon, c'est très dur les Olympiades de maths, hein. Mais bon, tu pourrais dire, c'est du niveau lycée, les Olympiades de maths. S'ils sont très bons au lycée, ils devraient pouvoir s'en sortir un Mhm. peu. Eh ben non, parce qu'il faut inventer des preuves nouvelles, faire preuve d'originalité, et puis bon, faire des preuves qui sont bonnes du début à la fin. Puis c'est pas des QCM, il faut vraiment sortir des preuves correctes complètement, quoi, de bout en bout, et c'est beaucoup plus difficile. Donc ce contre-papier, Illusion on the Illusion of Thinking, pense que le papier original est pas bon, bah, il est lui-même assez mauvais finalement, parce que c'est pas parce que c'est sur Archive que c'est forcément génial. En tout cas, l'ampleur et le type des réactions m'inquiètent un peu, parce que j'espère qu'il n'en sera pas de l'IA comme des cryptos, quoi. Avec Ah, des ouais. ultras et des Mhm. opposants, que ça va pas devenir identitaire ou Mhm. quasi religieux, quoi. Ça pourrait, hein, on a bien eu l'église de Google. Ça me choquerait pas qu'il y ait celle de l'IA, et puis au moins, on connaîtrait le prénom de Dieu, et puis il serait cool, Dieu s'appellerait Claude. Ce serait Oh. super. Forcément, quel nom cool pour Dieu. Mais oui, effectivement, d'autant plus que ce qui est particulièrement déroutant, c'est que contrairement aux cryptos ou d'autres sujets de ce type-là, bon, je m'avance peut-être quand je dis ça, mais j'ai quand même le sentiment que l'intelligence artificielle dans ses comportements, c'est des choses qui sont mesurables. Alors bon, en fait, c'est plus compliqué que ça, donc j'ai tendance à m'auto-corriger quand je dis ça, mais effectivement, j'espère qu'on va pas tomber dans une espèce de guerre de partisans et de anti qui sont aussi exacerbés que sur les autres sujets. Et pourtant, j'ai l'impression, Guillaume, que ça en prend un petit peu de chemin. J'espère que ça va se calmer quand même. On continue avec un chat qui est encore plus génial que les autres chats. C'est un chat qui réfléchit et qui a un nom absolument génial. C'est Magistral. C'est le cas de le dire, effectivement. Le pire de tout, c'est que le papier d'Apple, d'ailleurs, ne dit pas que le raisonnement ne sert à rien. Il faut le rappeler, hein, Mhm, mhm. c'est le titre qui a dû probablement, et c'est peut-être aussi ça qui m'a un peu, c'est que le titre, c'est The Illusion of Thinking, donc ça a dû énerver des gens sans doute, mais bon, en fait, dans le papier, il montre qu'aussi un certain niveau de complexité, ça aide de réfléchir. Les LLM peuvent résoudre plus de problèmes en réfléchissant que sinon. C'est au-delà d'un certain seuil que les LLM sont juste dépassés, quoi. Et d'ailleurs, ils continuent d'en sortir des modèles de raisonnement. Donc, on a parlé de O3 Pro. Et en France, on Mhm. a notre chat national qui se met à réfléchir. En Mistral, donc, a sorti Magistral en 2 versions, un petit et un moyen. Le petit, comme toujours, vous pouvez le télécharger, l'utiliser chez vous, hein, avec une bonne carte graphique, ça passe très bien. C'est un CPU vraiment très puissant, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon. En tout cas, moi, j'ai testé le Mistral Small 3.1, et c'est une évolution, en fait, de Mistral Small 3.1, hein. D'accord. Donc c'est un excellent modèle d'ailleurs, le Small 3.1, qui est très équilibré, sans doute le meilleur pour sa taille. Et je dis pas ça juste parce qu'il est français, c'est vraiment parce que je pense un très très bon modèle globalement pour sa taille. Et Magistral, bah, c'est la version, mais qui réfléchit longtemps, quoi, hein, donc comme DeepSeek R1 ou O3. Il est petit et open weight, c'est pas le cas de Magistral Medium, qui est une version beaucoup plus costaud, qui se mesure plutôt autour de DeepSeek R1, tout en restant un petit peu en retrait. Alors, on n'a aucune idée par contre de la taille de Magistral Medium, et puis bon, on verra les performances de Magistral Large, puisqu'il y en aura probablement, étant donné qu'il y a eu un Mistral Large, donc sans doute à un moment un Mistral Large peut-être, et un Magistral Large. Alors Mistral se positionne
disons, pas vraiment comme le top du top en matière de performance brute, mais peut-être le meilleur rapport qualité-vitesse et prix, puisque Mistral annonce 10 fois la vitesse de la concurrence. Et comme toujours, les modèles Mistral sont très très polyglottes, hein, puisqu'ils parlent, ce sont eux en général qui parlent le mieux les langues européennes. C'est aussi pour ça que je les recommande, hein, c'est parce que c'est probablement les modèles qui parlent le mieux français, italien, etc. Ça aide. Mais aussi, ils parlent, enfin, aussi, les dernières versions parlent aussi l'arabe, le russe et le chinois. Magistral quand même, je me permets d'insister, mais quel nom incroyable avec à ceci près, hein, peut-être qu'on pourrait critiquer, c'est que dans Magistral, il y a AGI. Ah ah, ça va peut-être trop loin cette histoire. Bon, allez, pas, DI overview dans Wikipédia. Effectivement, il y a une espèce de levée de bouclier, des Mmh. personnes qui animent, Wikipédia, sur l'arrivée d'une fonction à base d'intelligence artificielle. Quelque part, c'est le côté un peu satisfaisant, j'ai l'impression, Guillaume, non? Bah, oui, c'est difficile de résister à la mode, à la tendance, hein. Même Wikipédia voulait mettre de l'IA dans ses articles. Alors la fondation, sans trop demander son avis à personne, voulait faire un truc devenu assez classique sur internet, c'est le résumé. On en voit un petit peu partout. Des résumés d'articles, hein, tu vois un petit peu, enfin, sur plein de sites d'actu, tu sais, tu as des résumés IA qui se font automatiquement et ça a été très mal accueilli par les auteurs. Le backlash était tellement féroce que finalement ils ont renoncé. Ouais. Mmh, Franchement, j'en suis pas mécontent. Parce carrément. qu'encore la semaine dernière, l'IA s'est gaufrée en affirmant que enfin l'IA de Google, hein, s'est gaufrée en affirmant que c'était un Airbus d'Air India qui s'était crashé alors que c'était un Boeing 787. Une erreur factuelle quand même assez incroyable pour un événement aussi largement couvert médiatiquement, hein, donc l'IA chargée du résumé s'est pourtant plantée. Alors pourquoi, on ne sait même pas d'ailleurs, hein, sans doute quelques articles mentionnaient aussi Airbus, tu vois? Mmh. Et bon, Pour on ne comparer sait pas, Boeing, ils ont Airbus, mélangé. dans les Ouais. performances, dans les catastrophes. Exactement, dire que c'est un concurrent et que du coup, bah, ça va handicaper encore Boeing qui a encore de nouveaux déboires, qui arrête, vraiment qui est vraiment une loose, c'est quand même incroyable. Mmh. On ne saura jamais vraiment, mais bon, c'est une illustration parfaite de pourquoi j'ai pas envie d'IA dans mon encyclopédie. Parce qu'une Mmh. encyclopédie, bah, c'est une référence et j'ai pas trop envie, quoi. Et puis il y a une autre raison, c'est que ça sert à rien, hein, parce que vous avez sans doute remarqué que la première partie d'un article Wikipédia, bah, c'est un récapitulatif de ce qui suit. Alors OK, on aurait eu un résumé peut-être plus court, peut-être avec un niveau de langue différent, mais est-ce que ça vaut le coup? Franchement, j'en suis pas sûr. Mmh. D'autant qu'on a aussi des études qui prouvent qu'au plus on demande à une IA de faire court, au plus elle a tendance à halluciner, ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles les AI overview de Google partent littéralement enfin, partent assez souvent dans le décor. Pas très souvent, mais bon, partent assez régulièrement dans le décor. C'était noble de la part de Wikipédia de se dire que globalement les gens vont pas tous, on lit pas tous l'intégralité d'une page Wikipédia et que donc effectivement d'avoir un condensé, ça peut être pratique. Mais tu le dis très bien, il y a déjà un peu une synthèse, et puis, quelle responsabilité tu portes quand tu es effectivement garant de la connaissance ou en tout cas de l'infrastructure qui conserve la connaissance, que d'essayer de dénaturer ça avec, un risque d'hallucination important. Écoute, très bien finalement cette situation nous va pas mal, j'ai l'impression, que de ne pas avoir cette fonctionnalité intégrée nativement dans Wikipédia. Pourquoi courir le risque de dire une énorme connerie si tu peux ne pas, franchement? Bah oui, surtout quand tu es reconnu comme étant quand même plutôt, qualitatif sur le référentiel de l'info de par ta décentralisation. Décentralisation des contributeurs, vous l'avez compris. Un petit mot sur, Canva qui embrasse, j'ai l'impression, Guillaume, largement le fait que le développement aujourd'hui, ça se fait avec des assistants d'intelligence artificielle? Écoute, les temps changent tellement vite, quoi. Alors oui, j'ai l'impression d'avoir 92 ans quand je dis ça et pourtant, il me semble que c'était il y a quelques mois seulement qu'on disait que ça devenait un problème que les Mmh. candidats aux entretiens d'embauche «trichent» entre guillemets en dissimulant leurs usages d'un Claude ou d'un GPT. Et puis voilà que Canva désormais oblige ses candidats à des postes d'ingénieurs d'utiliser des outils IA pendant leurs entretiens. Donc on pose aux prétendants un problème, hein, et puis on leur demande de le résoudre avec un outil de développement assisté comme Windsurf ou Copilot. Et c'est un problème complexe en général qu'il n'est pas possible de résoudre en un seul prompt, hein. Il faut plusieurs allers-retours, il faut une capacité critique de ce que fait la machine, hein. Il faut savoir quoi lui demander, comment lui demander, puis savoir quoi accepter, quoi rejeter, Mmh. etc. Donc l'argument de Simon Newton, qui est cadre chez Canva, elle est simple, hein, les ingénieurs de la maison, bah, ils les utilisent ces outils. Et donc en testant les candidats sans, on ne teste pas dans des conditions réelles. Là, on voit vraiment comment ils réagissent avec les vrais outils du quotidien de leur peut-être futur poste. Donc Simon insiste sur le fait que c'est pas du vibe coding, hein, que ça nécessite toujours autant de connaissances, mais un savoir-faire un peu différent. Est-ce que d'autres boîtes que Canva en feront autant? C'est possible, hein, c'est même possible que d'ailleurs d'ici 2 ans, savoir utiliser Copilot ou Cursor fasse partie des connaissances carrément attendues par les employeurs. Mmh.
Ah, c'est bien possible. Et on ne dit pas que c'est, enfin, dans l'absolu, hein, traité comme ça, je pense qu'on peut difficilement nous reprocher le fait de dire que c'est bien ou pas bien, parce que comme on le disait tout à l'heure, Moi, de comme toute tu le façon, on soulignais. n'a pas les moyens parce que Bon, je connais pas les absolument. contenus, je peux pas Absolument. juger. Mais C'est en tout cas une info qu'on vous transmet parce que c'est un marqueur très important de ce qui se passe dans la tech. Tu parles de Canva, donc Canva c'est top, hein. Enfin moi je l'utilise, ça rend la création graphique plus accessible que jamais, je pense, avec une interface via le navigateur, des modèles, une interface qui permet de faire des cliquer glisser très intuitifs. Puis il y a évidemment de l'intelligence artificielle dedans pour les utilisateurs. On peut créer quelque chose de plutôt pro en quelques clics. On peut aussi faire des trucs dégueulasses et horribles, c'est un autre sujet. En tout cas, en parallèle de cet outil, de l'automatisation, de la production à la chaîne qui est possible grâce à ces services, il reste encore aujourd'hui, et vous allez me voir venir, des espaces pour de la création indépendante. Quelque part, on pourrait parler d'artisanat, des projets où chaque élément qui vous est mis à disposition est un petit peu fait avec des petites mains, avec des petits cerveaux, avec des humains. C'est exactement ce qu'est Tech Café. Donc ouais, peut-être qu'on peut dire que Tech Café, quelque part, c'est de l'artisanat. Donc pas celui, vous l'avez compris, avec du bois, avec des ciseaux à bois, avec du cuir et de la couture, mais avec des idées, du son et surtout de l'info de qualité. Alors chaque épisode, c'est des heures de veille, de lecture, d'écriture, d'enregistrement, de montage, de diffusion, d'animation, de promo, hein. Il faut arriver à faire connaître et à valoriser les épisodes sans vendre totalement, je le fais forcément un peu, moi de mon côté, son âme au diable des algorithmes. Et donc, Tech Café, c'est surtout un podcast qui ne dépend que de vous. Soutenir Tech Café sur Patreon, c'est pas seulement, voilà, je donne de l'argent aux podcasteurs, c'est faire exister une autre manière de produire du contenu, on l'espère en tout cas. Et puis, c'est défendre l'idée qu'un média tech indépendant, à côté de ceux que vous avez peut-être l'habitude de consommer, soit curieux, rigoureux, avec une voix, on l'espère, la plus humaine possible derrière chaque mot, et que ça ne dépende pas du reste. En vous abonnant à Tech Café sur Patreon, vous accédez à un flux privé sans la pub, des épisodes suppléments qui arrivent un petit peu en avance, des infos aussi exclusives réservées aux membres, et surtout la satisfaction et la fierté de faire partie de celles et ceux qui rendent possible Tech Café. Un petit mot, vous êtes à ce jour, au moment où on enregistre, 396 abonnés payants. C'est pas possible, on peut pas rester à ce chiffre-là. Il faut qu'on arrive à franchir le cap des 400 abonnés payants avant l'été. Et ce serait évidemment un message très fort. Donc, vous pouvez en faire partie de ces 4 qui manquent. Et pour ça, il y a 2 options. Soit vous vous inscrivez maintenant sur patreon.com/techcafé, ou vous pouvez aussi prendre 10 secondes, vous faites pause là, pendant le podcast pour vous poser un rappel dans votre agenda, votre boîte mail ou votre appli de notes, qui est, par exemple, soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Je parle d'artisanat et ça va nous permettre d'enchaîner très rapidement parce que, Guillaume, il y a un truc qui me satisfait énormément dans la vie, plus que la réparation des manettes Switch. Et tu vois ce que c'est, Guillaume. C'est les vidéos de restauration d'œuvres d'art. C'est invraisemblable. C'est un travail qui prouve toute la prouesse qu'est capable un être humain pour valoriser l'art. Franchement, il y a des chaînes YouTube, mais remarquables là-dessus. Et justement, c'est un sujet qui va peut-être un tout petit peu, Guillaume, pour partie, se déshumaniser. Exactement. Et oui, c'est avec un plaisir pervers que je t'annonce la fin de tout ça et de toutes ces vidéos que tu adores. Salaud. Et oui, parce que c'est vrai, la restauration d'œuvres d'art, c'est un domaine noble, tu vois. C'est réservé aussi aux érudits qui connaissent sur le bout des doigts les maniaqueries de chaque peintre afin de reproduire leurs pattes sur leurs chefs-d'œuvre ravagés par les outrages du temps. C'est un travail de bénédictin, c'est un travail minutieux, exigeant et je suis sûr extrêmement chiant aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est long, hein, du coup, c'est long et c'est cher. Fastidieux. Et oui, quand même. Le résultat est peut-être pas à la hauteur des attentes. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube de restauration complètement foirées qui sont assez rigolotes. Si on pouvait automatiser ça, voire pourquoi pas rendre la restauration réversible au cas où ça plaise pas, au cas où on aurait de nouvelles infos aussi sur une œuvre et que finalement il faut changer, c'est possible désormais, enfin peut-être en tout cas, parce qu'il y a déjà eu plein d'usages de technologies avancées dans le domaine de l'art, hein. D'ailleurs, j'ai personnellement vu une tapisserie japonaise ancienne reproduite avec une imprimante âgée d'encre à précision microscopique, qui était franchement nickel. Ouais. J'aurais pas deviné que ça en était une fausse. Bon, ok, je suis pas vraiment un critique d'art qualifié sur un art japonais ancien, mais bon, mon jugement à moi, si vous le voulez, ça a été chiadé. Et bon, le gars qui a inventé une nouvelle méthode pour restaurer les œuvres d'art, lui, il est passionné vraiment apparemment, d'ailleurs, il doit aussi avoir une fortune personnelle, puisqu'il a acquis lui-même l'adoration du magi, ou du magie. Je ne sais pas si c'est un rapport avec les bouillons cubes. On imagine que ces idées ont du génie, en tout cas. Oui, voilà, du magie. Et c'est une peinture à l'huile néerlandaise du 15e qui est quand même salement amochée.
il a acheté plusieurs milliers de dollars, quoi, et il est aussi doctorant au MIT en imagerie médicale. Il a mis au point un processus qu'il a testé pour la restauration, donc sur sa propre œuvre, du coup, et comme ça, s'il la rate, au moins, il aura pas de procès au cul, quoi. C'est vrai, Donc je c'est comprends l'idée. l'avantage. Ce processus commence par scanner très précisément l'œuvre, hein, puis ensuite on va faire une cartographie aussi, tout aussi précise des zones abîmées. Ça va permettre de faire un masque, comme sur Photoshop. Et ensuite on restaure l'œuvre numériquement. Et là c'est un peu comme on veut. Du coup tu la restaures numériquement comme tu veux. Alors évidemment tu utilises Photoshop avec voilà, des pinceaux, ce que tu veux. Tu peux aussi utiliser de l'IA, si au choix, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on a Mmh. vu que si tu envoies une œuvre d'art un peu niquée à ChatGPT, il arrive à te la restaurer de manière assez crédible. Alors peut-être que ça fera hurler les professionnels de l'art, mais en tous les cas, l'IA peut être, disons, on peut imaginer qu'il y ait des modèles d'IA spécifiques qui puissent être développés pour ça, pour automatiser encore plus le truc. En tout cas, pourvu que ça colle avec le style d'origine et que, voilà, que ce soit satisfaisant, c'est un peu comme tu veux, c'est numérique. Et une fois que la restauration numérique est achevée, on imprime très soigneusement, non pas l'image, mais le masque. Le masque est transparent, il va se superposer à la peinture d'origine pour boucher les trous. Concrètement, c'est un film de polymère de très très haute qualité, hein, sur laquelle on va imprimer avec une précision microscopique. On va faire d'abord une couche de blanc, puis des couches de couleur, et le tout est bien sûr étalonné, hein, pour qu'on ait un rendu peinture, quoi. Et les modifications qu'on a faites sur l'ordinateur, elles vont se superposer à la peinture. Alors pas directement, on le met dans une sorte de chemise en plastique, quoi, quelque part, qu'on met sur l'œuvre, qu'on peut enlever, mettre ou enlever, donc c'est totalement réversible. Donc c'est pas invasif du Ça, c'est tout, cool. c'est beaucoup plus rapide, évidemment, beaucoup plus simple aussi. C'est une technique très prometteuse. Alors évidemment, les restaurateurs professionnels, enfin ceux qui font la restauration, enfin, les restaurations, pas dans un restaurant, vous voyez ce que je veux dire, s'inquiètent un peu quand même, hein, l'humain dans tout ça, voilà, les boulots, parce que si ChatGPT commence à restaurer des œuvres d'art, hein, évidemment, hein, c'est fou que la restauration d'œuvres d'art puisse être menacée peut-être par la technologie, je sais pas, peut-être que ça avait pas l'air comme ça possible, mais je ne sais pas. Peut-être que la précision sera pas suffisante, j'en sais rien, en tous les cas, il y a une possibilité une sorte de renouveau dans la restauration d'images, d'autant plus que la restauration automatique aussi d'images et de vidéos avance très vite. Il y a un point quand même qui est important là-dedans. Moi, je trouve ça enthousiasmant parce que quelque part, encore une fois, c'est pas invasif, donc tu peux le poser par-dessus. Enfin, on a compris le principe, c'est quelque chose qui superpose, donc ça améliore l'œuvre. Et puis, dans l'absolu, ça la change pas. Mais c'est vrai que la restauration en tant que telle, il y a aussi le fait de la nettoyer, le fait de la reconstruire, des choses que les IA aujourd'hui peuvent pas faire. Vraiment, allez voir. Il y a une vidéo notamment. D'ailleurs, c'est le YouTuber, enfin en tout cas, il est avant tout restaurateur d'œuvres d'art et accessoirement, il en fait des superbes vidéos. Donc ça fait de lui un YouTuber. Il est cité dans l'article que tu as mis dans les notes de l'épisode. Il faut voir ces vidéos-là. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal à le prononcer, Baumgartner peut-être. Mais en tout cas, les vidéos montrent à chaque fois à quel point c'est un travail de nettoyage aussi, un nettoyage de préservation de l'idée, de l'identité et du travail de l'artiste originel. Et il y a tout l'objet, quoi. Il va manipuler du bois, il va manipuler des solvants. D'ailleurs, les mecs doivent respirer des toxicités horribles à chaque fois. Mais je pense que c'est pas encore gagné que l'intelligence artificielle arrive à rivaliser avec ça. Et peut-être même qu'il y a effectivement une source d'inspiration à trouver dans les résultats de l'IA, dans leur travail. Une fois de plus, la complémentarité est peut-être la clé. On continue, en tout cas, il y a un domaine dans lequel l'IA est peut-être un peu moins respectueux de l'art au sens large, Guillaume, par opposition avec ce que tu viens de nous expliquer, c'est dans la propriété intellectuelle. Oui, on va parler de Midjourney du coup. Alors Midjourney qui, au passage d'ailleurs, se lance aussi dans la génération vidéo. Mm. Donc on a eu juste une annonce assez rapide de David Holtz, le PDG, hein, qui a posté donc 2 exemples sur X. Mais il y a aussi pas mal d'exemples qui sont sortis sur YouTube ou même sur le site, hein, mais bon, je ne suis pas inscrit. En tout cas, Midjourney lance son générateur vidéo qui fait pas de la haute résolution encore, hein, et qui est limité à 5 secondes. D'ailleurs, il n'y a pas non plus trop de contrôle de caméra, pas d'upscaling, tout ça. C'est pas Mais beaucoup, où 5 tu peux secondes, du coup. utiliser des images quelconques qui sont pas uniquement issues de Midjourney. Et bon, alors évidemment, Midjourney qui fait la vidéo, c'est logique, hein, c'est-à-dire on l'attendait depuis un petit moment, même si ça paraît un peu redondant et assez risqué parce que tout le monde lance son générateur et puis la barre est déjà assez haute là maintenant, hein. Donc ça nécessite beaucoup d'investissement pour rester au niveau. Donc on peut voir des exemples. Donc j'ai vu, alors je sais pas si j'ai mis il y a la chaîne YouTube Théo Media, je sais plus si j'ai mis en lien ou pas, où on voit pas mal d'exemples. Et donc, on connaît bien la patte Midjourney. Ça fait des vidéos esthétisantes, assez cinématographiques. Il a l'air aussi très à l'aise avec le style animé, le style cartoon, quoi. Mhm. Et puis, il sait aussi faire de bonnes rotations à 360 de scènes ou d'objets. Ça a l'air plutôt bon. Franchement, les exemples sont jolis. Alors, c'est des bons exemples, hein. Je pense que là, ils ont vraiment été bien choisis. La physique est bonne, les mains sont crédibles, les dents aussi sont crédibles. On sait que c'est pas facile encore en vidéo d'avoir
toujours des dents qui sont super bien. Il s'en sort même dans des cas où on s'attendait à ce que ça parte en cacahuète carrément, hein, puisque dans un exemple, on voit à un moment une femme avec un masque, genre masque Covid quoi, sur la bouche et le nez, puis sur le masque, il y a imprimé un visage. Donc la femme a 2 visages en fait, quelque part. Elle a 2 yeux, elle a 2 paires d'yeux quoi. Et donc c'est impressionnant parce qu'on voit que le modèle, se plante pas et qu'il anime uniquement le bon, visage quoi, les bons yeux et Mmh. pas les yeux qu'elle a sur le Il masque aurait quoi. pu se faire vite tromper, effectivement, ouais. C'est intéressant, donc c'est prometteur, c'est un genre, qui est enfin, il a un genre esthétique quoi, qui est bien à lui. Ça va pas tuer VO3, hein, c'est peu probable, c'est un générateur qui a son style à lui quoi Mmh. et c'est un générateur qui pourra sans doute générer Batman, Spider-Man, en train de se saouler à la bière ensemble et ça, bah, ça c'est un problème. Enfin en tout cas, c'est le problème numéro 1 de Midjourney, cette semaine, enfin et puis pour les semaines qui viennent, hein. Parce que comme beaucoup d'autres, y compris Meta AI d'ailleurs, Midjourney sait générer des personnages célèbres et copyrightés, bon ça tout le monde le sait je pense et bien sûr, les ayants droit l'ont aussi remarqué depuis longtemps, donc il fallait que ça arrive. Hein. Disney et Universal attaquent Midjourney en tribunal. Et il n'a pas le droit, hein, normalement, de générer Shrek et Mickey. Voilà, c'est un puissant fond de plagiat. Je cite. Midjourney a donc forcément téléchargé du contenu piraté en grande quantité, et donc il assimile ça à du piratage. La plainte s'accompagne de dizaines d'exemples qui laissent peu de place au doute, hein, mais bon, on le savait, hein, je veux dire, vous avez Groot, vous avez Hulk, vous avez Homer Simpson, Yoda, Elsa, voilà. Ils sont même pas ressemblants, hein, c'est les mêmes. Enfin, Non, c'est voilà, c'est vraiment non mais, Elsa, Yoda, genre c'est les ouais, mêmes. ouais. Ouais, Homer, c'est le même, il y a aucun problème. Mmh. Et Midjourney, il savait parfaitement ce qu'il faisait en chopant autant de données qu'il le pouvait, hein, au dire même de Holtz. Donc en sortant version sur version, ben, on a vu aussi qu'ils étaient toujours plus doués pour reproduire les persos connus. Et il y a déjà en 2023 un groupe d'artistes qui avait attaqué sur la reproduction du style. Alors je sais pas où ça en est, ça fait déjà 2 ans, j'ai aucune C'est nouvelle, vrai. je sais pas du tout ce qui se passe. Mais bon, c'est sans doute plus difficile à défendre, tu vois, un style que carrément une violation de propriété intellectuelle quand même beaucoup plus caractérisée sur un personnage très reconnaissable, genre c'est Deadpool quoi, je veux dire à un Ouais. moment, bon. Donc on rappelle que Youdiu et Suno sont aussi en procès, que OpenAI et même Meta aussi sont en procès avec divers, voilà, avec des auteurs, avec des journaux, etc. Tout ça, ça prend des années, donc on s'enflamme pas hein, et on reste connecté puisque on s'en reparlera plein de fois, je Oh oui, pense. c'est loin d'être terminé. Et puis il y a un autre domaine, hein, aussi dans lequel, les IA semblent avoir, bien digéré, des œuvres. Il n'y a pas que les œuvres graphiques, licenciées par Disney, mais il y a aussi, de la littérature, Guillaume. Oui, pour faire suite à ce qu'on vient de dire, une étude récente de Stanford, Cornell et West Virginia révèle que LLM peuvent effectivement recracher des parties non négligeables de livres connus et encore sous copyright, hein, et que c'est pas un comportement anormal qui est très 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 rare hein, en réalité. Mmh. Non, en fait, c'est assez simple à faire, hein, surtout dans les derniers modèles. Spécifiquement, on note que par rapport au modèle Pythia Lama 1, Lama 3.1, il est très très nettement plus amateur de bonne littérature. Il aime bien, hein, c'est pas étonnant, hein, parce que le vieux Pythia ne retient que dalle. Bon, évidemment, il est vieux, il est pas très puissant. Bon, donc le premier Harry Potter, il a aucune idée quoi. Et le tout premier gros lama, il retient bien quelques passages. Par contre, lama 3.1, lui, il peut en régurgiter 42% quand même. Alors la méthodologie, c'est quoi? Vous donnez 50 mots du début d'un passage d'Harry Potter Mmh. et d'autres livres, évidemment, là je prends Harry Potter comme exemple, mais bon voilà, des livres connus. Et puis après, vous mesurez la probabilité que les 50 mots qui sont complétés par le modèle soient exactement comme la référence, quoi, comme le passage Mmh. du livre. Et donc c'est là qu'on trouve les 42% pour Harry Potter. Donc en 2 ans, les plus gros lamas sont incroyablement plus cultivés, surtout en ce qui concerne les œuvres les plus populaires. En fait, Lama se souvient très très bien de 1984, du Hobbit ou de Harry Potter, mais quand c'est pas des gros blockbusters comme ça, il s'en souvient beaucoup moins bien. Le Et 3.1 par rapport au 1 est entraîné sur 10 fois plus de tokens, hein, il faut savoir, donc il y a énormément plus de données qui sont acquis qu'il a vues, et il a peut-être vu plusieurs fois les mêmes livres. Mais c'est un peu étonnant du coup, qu'il y ait une telle disparité entre les bouquins, les bouquins populaires et les autres, quoi. Donc peut-être que ça vient aussi des forums de femmes qui discutent à longueur de nuit voilà, de Harry Potter ou ouais. je sais pas quoi, je sais pas vraiment. Et en fait, je pense que c'est pas vraiment pourquoi, parce qu'on connaît pas non plus le mélange de données, le dataset, hein, pourquoi la MA 3.1 est à ce point livresque. Alors ce Mmh. qui est délicat, c'est que, paradoxalement, ça pourrait faire les affaires de méta, en fait. Parce que la mémorisation est très différente selon les bouquins. Et ça, c'est un point auquel on ne s'attendait pas, franchement. Et du coup, ça veut dire que bah, J.K. Rowling, oui, elle pourrait tenter un procès en s'appuyant sur cette étude en disant «Mais vous avez avalé mon bouquin, vous Mmh. pouvez le régurgiter, ça va pas». Mais par contre, il y a plein d'autres auteurs bah, dont leur livre a été lu, hein, clairement, mais qui ont un taux de mémorisation de 1%, 2%, 0,5%.
est-ce que légalement, tu es dans la même position que J.K. Rowling pour attaquer Meta s'il n'y a que 1% de ton bouquin qui est recraché par le LLM? C'est pas clair du tout. Du coup, ça veut dire aussi que les class actions sont pas forcément valables. Les class actions de plein d'auteurs sont pas forcément valables parce qu'ils sont pas du tout lésés, ils sont pas du tout lésés tous au même niveau. Donc il faudra peut-être un procès par auteur, ce qui est à l'avantage de Meta, parce que les auteurs individuels, ils n'ont pas autant de moyens que ça, donc il faut qu'ils se groupent, quoi. Donc s'il faut qu'ils chacun fasse un procès à Meta qui lui a des moyens énormes, bah, c'est plutôt finalement bénéfique à Meta. Moi, j'aimerais aussi que nos auditeurs et nos auditrices prennent le temps de vérifier si les paroles des chansons de Serge Lama sont facilement restituables par Lama. Voilà, ça c'est juste une question de principe. On continue avec ByteDance, la maison mère de TikTok, qui là encore continue à innover vachement dans le domaine de l'IA. Oui, on en parlait, tout le monde fait son générateur vidéo, ByteDance n'est pas en reste, il est même là sur tous les fronts et dans toutes les dimensions. En vidéo, c'est avec Seedance, un générateur vidéo qui a l'air tout à fait compétent et assez polyvalent. En texte vidéo, image to vidéo, alors là on n'a que le site de démo. Alors évidemment, sur le site de Seedance, tous les exemples sont très très bons, bien sûr, voire incroyables. Des bancs de poissons plus vrais que nature, des oiseaux, des foules, voilà, ça passe. Ça passe vite, ça passe très bien. Les benchmarks sont très flatteurs aussi, parce que c'est un générateur qui serait préféré à VO3 ou Kling en termes d'image, parce qu'en fait, il n'y a pas de génération de son, donc ça veut dire que même si c'est meilleur que VO3, c'est uniquement sur les images. Sur ce terrain, de toute façon, Google reste le seul, je pense, à proposer ça. ByteDance cofinance beaucoup de recherches dans le domaine de l'image et de la vidéo, et donc Seed sera son concurrent commercial à Sora, donc Sora et compagnie, et ils sont tout à fait au niveau. Alors, puisqu'on parle de recherche, d'ailleurs, ByteDance vient aussi de sortir un nouveau modèle qui s'appelle PartCrafter, qui est un générateur d'objets en 3D. Là, vous allez me dire que c'est un peu classique maintenant, j'en parle depuis très longtemps. C'est vrai, mais PartCrafter, lui, il fait ça en créant des modèles 3D beaucoup plus facilement exploitables, en créant séparément les différentes parties de l'objet. Ah, ok. Et de manière logique. C'est-à-dire qu'on prenait un exemple simple, on veut une minifig, on veut un petit personnage, des minifigs Lego en 3D. Un générateur 3D... disons classique, va vous le faire d'un bloc plus ou moins bien, plus bien texturé, etc. PartCrafter, lui, il va vous créer votre minifig comme en vrai, avec 2 morceaux pour les mains, 2 pour les jambes, un pour l'entrejambe, un pour le corps, un pour la tête, et le tout sera assemblé en une minifig texturée. Mais vous pouvez le manipuler, vous pouvez manipuler les morceaux, et c'est beaucoup plus simple pour utiliser ça derrière dans une image, dans une animation, dans un jeu, etc. quoi. Et c'est pour tout pareil. Un téléphone, vous pouvez le décrocher. Un méca-dinosaure, il peut ouvrir la bouche et donner de gros coups de patte pour vous déchiqueter le visage. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, PartCrafter part d'une image qui l'encode et qui sert à guider la diffusion d'autant de bruits différents qu'il y aura de parties finales dans l'objet. Donc imagine pour un jeu vidéo le gain de temps, quoi. Tu donnes un concept art et puis tu as un objet qui est exploitable en quelques minutes. Enfin, si tout se passe bien, parce que je me doute qu'il doit y avoir plein de cas où ça se passe pas bien. Mais bon. En tout cas, c'est une méthode qui a un gros potentiel. Et on peut aussi noter, puisqu'on y est, puisqu'on est en 3D, qu'il y a un autre article de recherche sur la génération, sur l'IA et la 3D qui vient de l'Université de Toronto, qui s'intéresse à la compression des modèles 3D, que ça soit sous forme de maillage polygonal, de nuages de points ou même de champs de radiance. Il est possible dans chaque cas d'utiliser des représentations internes qui viennent des modèles de génération de 3D et leur capacité prédictive pour compresser énormément les modèles originaux. Donc tu as un Pikachu tout mignon qui passe de 6 mégaoctets à 30 kg. Ah oui. Alors, c'est une forme de reconstruction, donc c'est une sorte de JPEG pour la 3D en fait. Donc le truc est compressé et puis après il est reconstruit et c'est pas exactement le même, mais tu vois pas la différence. La reconstruction est plus ou moins précise, là encore, comme en JPEG, mais voilà, tu passes de 6 mégas à 30 kg et tu vois pratiquement rien, quoi. À l'œil nu. Est-ce que ça veut dire, du coup, pour bien comprendre, ça veut pas forcément dire qu'il a moins de faces? Non, pas du tout en fait. Enfin si, pas forcément, mais il peut avoir moins de faces ou il peut avoir des positions de points très légèrement différentes. Mais en fait, c'est pas juste t'enlèves des faces. C'est-à-dire que c'est compressé d'une manière qui est beaucoup plus sophistiquée que ça et qui se voit très 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 peu. Mais comme un JPEG en fait, tu vois, le JPEG il n'enlève pas des pixels non plus. Il reconstruit d'une manière beaucoup plus sophistiqué que ça. Et puis là. Tu peux le faire avec des modèles 3D pour tout type de 3D. Donc à chaque fois, tu prends des encodeurs différents, adaptés. Alors, si c'est des polygones ou c'est des nuages de points, tu ne prends pas le même. Mais ça marche à peu près de la même. Enfin, la méthode générale est la même, quoi. Et les rapports de compression sont assez vertigineux, puisqu'on est sur du 2000 pour les maillages, 50 pour les nuages de points et 600 pour les champs de radiance. Donc, avoir un JPEG pour la 3D, ça peut être quand même très utile. Alors, c'est vrai que dans un jeu vidéo, en général, c'est quand même les textures qui pèsent le plus lourd, mais c'est quand même intéressant d'avoir aussi un modèle de compression très efficace pour la 3D.
Ouais, ça fait les choses produites plus intelligemment quelque part. Trop bien. Et puis, on va quand même terminer cet épisode vraiment beaucoup IA, mais restez quand même, il y a une petite rubrique jeux vidéo. On va conclure cette partie IA avec de la mise en application et spontanément quand même, en fil rouge de tout ce qu'on voit, une mise en application parmi les plus courantes et les plus opportunes pour les entreprises, c'est la pub. Et oui, non, décrit à longueur d'épisode les incroyables innovations, les trésors d'intelligence qui sont déployés derrière tout ça. Et pour ça va changer le monde, ça va Bah révolutionner oui, le monde, bah oui. mais surtout le monde de la pub. Parce que bien avant que les IA nous guérissent du cancer, ce qu'elles vont faire dans l'immédiat, et de manière beaucoup plus certaine, c'est nous inonder de pubs et foutre au chômage 90% des influenceurs. Alors, on parlait de ByteDance qui sortait son générateur vidéo. En fait, il en avait déjà plusieurs de générateurs depuis longtemps, qui étaient plus spécialisés, qui faisaient des avatars. Hein. C'était un truc qui marche très bien, surtout en Asie d'ailleurs. Et donc, l'un de ces générateurs, de ces nouveaux générateurs, donc, vient d'être disponible sur Symfony, la plateforme de publicité de TikTok. C'est tout récent et donc ça propose des fonctions très avancées. Et l'une d'elles, c'est tout simplement la mise en scène par des avatars de vos produits. Mais là, c'est des avatars qui sont beaucoup plus sophistiqués puisque tu envoies la photo de ton produit. Alors tu choisis un modèle, dont un modèle, c'est-à-dire un avatar, quoi. Donc ça peut être aussi une personne qui n'existe pas, hein, mais qui est photoréaliste et qui va vous le vendre. Donc après, ça va générer une vidéo de ton produit mis en valeur par l'influenceur virtuel qui est prête à être publié pour une bouchée de pain. Ça peut être une jeune fille qui essaye ta robe, encore complet, hein, qui essaye ta robe, voilà, qui se tourne, etc. Ça peut être un jeune black qui vous présente son téléphone avec la photo d'écran de ton appli, en gros plan, comme ça, tu vois, la photo, enfin, il avance son téléphone vers le truc, vers la caméra. Il y a une jeune fille handicapée qui peut plus passer de ta bouteille thermos, par exemple. Hein, voilà, il bouge, il parle. Alors, ils font pas que parler, hein, ils bougent la tête, ils bougent aussi les mains, le corps, ils font des gestes typiques qu'on retrouve chez tous les influenceurs téléachat du monde, quoi. Hein, et ils n'existent pas. C'est peut-être mieux comme ça, finalement, puisque artificiel pour artificiel. Et c'est pas limité à TikTok, puisque dans son genre, Amazon fait un peu la même chose sur sa propre plateforme de pub. Le générateur vidéo d'Amazon, lui, il se raffine aussi de plus en plus. Hein. Votre produit pourra être aussi porté, montré, mis en situation avec des gens qui n'existent pas. Bon, ça se faisait déjà en photo, plus ou moins. Puis sur un clic, là, tu vois une montre en acier tellement virile comme ça, elle va se retrouver sur le poignet virtuel, hein, un poignet bien, bien large. Mais ça, c'est rien, c'est que le début. Puisque tu peux aussi générer 6 vidéos qui montre qui montre ta montre, donc ta montre pour les hommes, hein, elle est vraie, sur un homme, un vrai, qui a réussi en costard cravate, à côté de lunettes de soleil très chères, sur une table dans un appart très cher, avec vue sur Manhattan. Et pour le prix, il y a même le slogan en plus. Faite pour l'excellence ou une élégance intemporelle. Pour une montre. Et oui, c'est peut-être dans les slogans qu'il va falloir le plus améliorer les modèles, je pense. Hein. Parce que là, c'est de la réclame de base. Hein. On en faisait déjà il y a 100 ans, mais entièrement automatisée et comprise dans le forfait, si j'ose dire. Donc les pubs génératives vont envahir Amazon et tous les sites de vente, hein, les influenceurs qui n'existent pas vont envahir TikTok, mais aussi Shein, hein, et sans doute Instagram. Et ça ira jusqu'à la télévision, ça arrive jusqu'au cinéma, c'est déjà le cas. Hein. À la finale de la NBA, il y a un spot de pub de 30 secondes, complètement synthétique, qui a été diffusé par Kalshi, qui est un site de paris en ligne. La pub est complètement délirante, elle est très rigolote en fait, et elle est très crédible. Foutue, en fait. On peut encore remarquer des défauts, mais ça a été entièrement fait pour VO3 pour $2000. Alors ça, c'est des clips qui sont comme ça collés, et puis c'est des mecs qui font des paris débiles, qui sont complètement à la ramasse, qui hurlent tout. C'est très marrant, et c'est vrai que c'est rigolo, quoi. C'est bien foutu. Et c'est $2000. Ça a coûté $2000 pour 30 secondes de pub. Je suis désolé, hein, mais c'est plutôt convant finalement aussi comme pub, je trouve. Hein. Enfin bon, ça. Mais le pire, c'est que c'est assez marrant. C'est complètement. C'est complètement abusé, quoi, mais c'est fait exprès, tu vois. Et t'as quand même une pub de 30 secondes diffusée à la finale de la NBA qui n'a coûté que $2000. Et ça, c'est absolument historique. Ils se sont mis à 2 ou 3, hein, c'est tout. Et ils ont fait 300 à 400 générations. C'est pour ça que ça a coûté aussi cher, en fait. Hein, mais quand les générateurs seront meilleurs que ça, vous ferez 10 fois moins de générations, ce sera encore 10 fois moins cher. Et donc, ils ont récupéré 15 clips qu'ils ont estimé utilisables, qu'ils ont monté ensuite, quoi. On est sur du 100 fois moins cher que si on avait dû filmer tous ces vieux un peu partout aux États-Unis, quoi. Et puis voyager en Floride et partout, enfin, tu vois, c'est incroyable. Donc franchement, la pub est assez réussie. Et alors bon, voilà, c'était pas du tout dur à prévoir. Hein. La pub dévore tout. Elle est partout. WhatsApp va lui aussi avoir de la pub d'ailleurs, hein, au passage. Voilà, désolé. Et puis la pub, voilà, c'est important, hein, pour vendre toutes les conneries qu'on produit, quoi. Il va en falloir, hein, à Trump, hein, pour vendre son forfait téléphonique. Oh merde, je voulais le glisser en sortie de info, excellent. Eh oui, tu l'as vu, ça, on a vu ça aujourd'hui. Le Trump phone, Moi, je l'ai vu aujourd'hui.
Trump lance le forfait 47. Eh oui, c'est le 47e président. Il coûtera Euh, 47 $ et 45 non, cents. non, 47 $. Oui, 47 $ et Ah, 45 cents par mois, parce ah que c'est en oui. référence au 45e et 47e président des États-Unis, Et évidemment. oui, et c'est con parce que c'est cher en fait, hein. Si tu regardes la concurrence aux États-Unis, c'est cher. Et c'est de Il- l'illimité déguisé, hein, puisque c'est très vite bridé au-delà de certains seuils. Enfin bref. Et dans un téléphone doré aussi, un forfait 5G, un téléphone doré aussi siglé avec MAGA, enfin Make America Great Again avec le drapeau. Les mots me manquent en fait. Je sais pas trop quoi dire. Les mots me manquent à ce niveau-là de trucs. Imagine juste ça ici. Imagine on fait ça en France. Imagine ça arrive en France. Imagine Macron mobile Ah oui, bah c'est avec vrai un que... téléphone en or siglé Renaissance. Je veux dire, Ouais, ça... et ça viendrait après l'Emmanuel Coin et le Brigitte Coin. Après que Macron ait fait de la pub pour Renault à l'Elysée. Je veux dire, ça vous Mm. paraît délirant, mais c'est une fraction insignifiante de ce qui se passe en ce moment aux Mm. États-Unis. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que cette histoire de Trump Phone, on pourrait en parler longuement au passage. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir traiter tous les sujets dans cette hebdo. Et j'aime bien l'image que tu fais de projection avec ce qui se pourrait se passer en France, plus proche de nous. Mais oui, c'est dingue. Le simple fait qu'un président des États-Unis, avec son nom et sa marque, lance la commercialisation d'un téléphone et d'un forfait est hallucinant. Et alors, en plus, il y a du mensonge derrière, puisque le Trump Phone est censé être fait 100% aux États-Unis, évidemment. Il n'y a pas longtemps à chercher pour voir que c'est un smartphone chinois qui a été redéguisé. Allez, on va laisser ces sujets pour d'autres instances de discussion et parler un petit peu de jeux vidéo. Et au passage, dans le monde des jeux vidéo, il y a là aussi l'intelligence artificielle qui commence à faire peur, notamment auprès des acteurs et en particulier des doubleurs. Et il y a le sujet évidemment devant les tribunaux, Guillaume. Oui, alors c'est rapide puisque la SAG-AFTRA, le syndicat donc des auteurs, a annoncé, enfin des acteurs, etc., a annoncé qu'elle était parvenue à un accord de principe avec les sociétés de jeux vidéo sur le contrat des médias interactifs, hein, ce qui pourrait permettre peut-être de mettre un terme à la grève des doubleurs. Alors ça dure depuis juillet 2024 quand même, c'est Ouais, presque c'est vrai un que an, ça c'est fou, hein. fait un moment. Et en question, c'est la possibilité pour les studios d'utiliser les voix des acteurs sous forme de réplique IA, sans leur consentement, même au-delà du premier contrat, d'utiliser un petit peu comme ils veulent leur voix sans leur accord, en gros, ce qui est désormais techniquement possible, évidemment, et donc Bien ils sûr. veulent réguler ça, quoi, hein, ils veulent voilà, réglementer ça. Et donc Duncan Crabtree, qui est le boss de la SAG, là, je sais pas, il annonce qu'il y a des progrès significatifs, voilà, et qu'un accord est proche et que donc peut-être la grève pourrait se terminer. Eh ben, tant mieux. Il y a peut-être là l'intelligence artificielle qui va s'immiscer aussi, alors non pas directement dans les jeux vidéo, mais les jeux physiques, parce que oui, on aurait dû le voir venir, Guillaume. Forcément qu'on aurait dû le voir venir dans notre bingo des trucs de 2025. Les Barbie pourraient prochainement parler et avoir un vrai chat GPT intégré, c'est ça? Et oui, bah, ouais, bah, en même temps, les gamins parlent à leur nounours, hein. Toi aussi, peut-être, tu parles à ton nounours, Oh, hein, bien je sûr ne que je sais pas. parle à mon nounours, bien Ben entendu. voilà, donc c'est normal, quoi. Moi, je parle à mes ordinateurs tout le temps et parfois, Mhm. souvent, je les insulte même. C'est naturel. Alors pourquoi est-ce que les fabricants de jouets cherchent à nous faire discuter avec des jouets alors qu'on le fait déjà? C'est Bah débile. oui, parce qu'ils nous, Et enfin, ils nous répondent pas actuellement. non, et donc du coup, ils n'ont aucune responsabilité, les fabricants de jouets. Mm. Et pourtant, régulièrement, ça les prend. Ils veulent faire parler des jouets, les faire discuter avec vos enfants au risque de les pousser au suicide. C'est assez risqué quand même. Et cette fois, c'est Mattel qui a encore eu cette idée formidable de faire parler Barbie avec ChatGPT. Enfin, je m'avance un petit peu, parce qu'en fait, Mattel, officiellement, annonce juste un partenariat avec OpenAI pour créer une expérience de jeu IA. Mais bien sûr, appropriée et totalement en ligne avec la vie privée et la sécurité. Oh bah oui, Bah oui, puisque c'est on possible. maîtrise tellement à fond ce que racontent les chatbots à 100%, dans 100% des cas. Je vois même pas pourquoi ils le mentionnent. Mais bon, mis à part faire parler des jouets et des jouets humanoïdes en particulier, je vois pas trop le but de cette collaboration. Alors, Barbie étant vaguement humanoïde, c'est un candidat crédible, hein, d'autant qu'il y a déjà une tentative il y a 10 ans. C'était Hello Barbie. Vous vous souvenez pas? C'est normal. Ça a été un flop. Hello Barbie mettait un petit ordinateur connecté en Wi-Fi dans une Barbie avec une reconnaissance Quelle bonne vocale idée. plus ou moins locale qui répondait avec des scripts prédéfinis. Et donc, ça a été un succès fantastique, hein. Parce que voilà, Mattel veut refaire mieux avec ChatGPT aujourd'hui. Non, ça n'a pas été un succès fantastique, hein. Ça a été perçu comme un mouchard d'ailleurs à l'époque. Vraiment, c'était l'époque aussi où on se méfiait, Siri, tout ça. Enfin, tu vois, bon, les trucs qui écoutent en permanence, c'était pas trop. Donc, c'était discuté. Le concept s'est fait quand même démonter autant par les parents que par les éducateurs. Et puis, c'était sécurisé avec les pieds. Il y avait ces bourrés de vulnérabilité. Et donc, Hello Barbie, c'était Ciao Barbie. Retraite anticipée. Ils vont le refaire quand même, il semblerait. Bon courage à la reconnaissance vocale pour comprendre le charabia des gamins, déjà, parce que bon courage à OpenAI pour certifier à 100% que leur chatbot va pas citer des passages de 50 nuances degrés aux gamines.
Et bonne chance à Mattel pour vendre une poupée qui sera beaucoup plus chère que la normale et qui va probablement nécessiter un abonnement mensuel parce que ChatGPT, n'est-ce pas? Et tout ça pour désocialiser votre fille, et bravo. Ouais, moi, j'allais dire aussi un petit clin d'œil du côté des régulateurs, notamment en Europe, peut-être avec les marquages CE qui vont peut-être devoir évoluer. Hein. Dans quelle mesure est-ce que ce type de fonctionnalité ne devrait pas être explicitement être interdit des jouets quand ils sont sous cette forme-là? Je pense que ça mériterait qu'on se pose la question. Tu reviens en quelques mots, Guillaume, sur le lancement de la Switch 2. Oui, c'est tout un mini follow-up pour me confirmer cette semaine les bons chiffres de vente qu'on soupçonnait la semaine dernière, hein, parce que Nintendo confirme que 3,5 millions de Switch 2 se sont vendus en 4 jours, donc best lancement de console ever. Hein. Ils sont assez contents chez Nintendo. Ils se félicitent de surtout pas avoir prêté la moindre attention à tous ceux qui paraissaient nombreux pourtant à une époque et qui exigeaient une baisse de prix qui se manifestait sur les live Twitch. Mm. En tout cas, apparemment, écoute, les gens qui ont, en tout cas, il y a pas mal de gens qui ont de l'argent suffisamment et qui l'ont déjà acheté. Et ceux qui voulaient une baisse de prix feront peut-être que les ventes s'essouffleront assez vite. On ne sait pas, on verra bien. Mais pour l'instant, Nintendo marche sur l'eau. Enfin non, il marche sur le pognon. Ça va. Ouais, effectivement. Bravo à eux. Et puis un petit mot avec une nouvelle Xbox qui sort, une de plus, hein, Guillaume. Non, mais la ROG, en fait, c'est celle dont on parlait plus ou moins, cette Xbox, entre guillemets, quoi. La ROG Ally Xbox, estampillée Xbox, a été testée rapidement par quelques journalistes et les retours sont assez positifs. Elle est confortable, elle est bien équilibrée, beaucoup plus confortable apparemment à utiliser que Steam Deck, et elle est puissante, assez puissante pour faire tourner Gears of War avec le launcher qui se charge à la place du bureau Windows habituel et qui donne le change. L'illusion est pas mauvaise pour une première impression. Et ce qui est Avec marrant, un avec Windows la plus optimisé hein, pour le jeu vidéo. plus Ils ont enlevé des optimisée, trucs oui, qui oui. servent à rien. Bah oui, exactement, comme le bureau. Ce qui est d'ailleurs, C'est vrai. ce qui est marrant avec la Xbox donc de ROG, c'est que c'est une Xbox et c'est pas moi qui le dis, c'est Microsoft finalement. Parce qu'on se souvient de la campagne de pub où tout était une Ouais. Xbox, quoi. Je veux dire, Ouais. ta télé est une Xbox, ta console est une Xbox, ton PC est une Xbox, ta pommeau de douche est une Xbox. Bon, ok. Et en fait, là, ça prend tout son sens quelque part, hein, puisque le partenariat avec Asus, c'est exactement ça. C'est la mutation de Xbox, puisque les exclus Xbox semblent condamnés. On a eu Forza 5 et Indiana Jones sur PlayStation 5, Gears of War aussi va sortir sur PS5. Le mois dernier, il fuitait que Halo, au moins The Master Chief Collection peut-être allait sortir sur PlayStation. En parallèle, Microsoft semble tester une stratégie aussi très différente pour son matériel, puisque bon, c'est confirmé, il n'y a plus en interne de projet Xbox portable fabriqué par Microsoft, hein, ça c'est fini. Il semble bien que les seuls Xbox portables qu'on aura seront fabriqués par Asus et par d'autres, donc il est tout à fait possible, peut-être même probable, qu'il en soit ainsi pour les futures consoles de salon aussi. Microsoft pourrait toujours faire une console de référence éventuellement, mais il pourrait en parallèle faire des partenariats avec plein de constructeurs PC pour qu'ils fassent d'autres déclinaisons. À la limite, Xbox, c'est juste le Game Pass, c'est le contenu, quoi. C'est le Game Pass, c'est la partie édition, et pour le reste, plus ou moins c'est Windows. Tout tourne sous Windows. Et tout ce qui fait tourner Windows peut être une Xbox. Phil Spencer révélait dans un podcast que les équipes Xbox et Windows travaillaient de manière plus étroite que jamais. Alors pour le moment, c'est pas encore complètement fait, évidemment, il reste une distinction stricte. Un jeu Xbox ne tourne pas directement sur PC, ni inversement. Un GTA 6 qui sortira sur Xbox ne sera pas juste compatible sur PC dans un premier temps. C'est vrai que les outils de dev et les moteurs rendent les portages toujours plus faciles, quoi. Hein. La Xbox est en grande partie un PC AMD. Il y a aussi une possibilité d'émulation. Une Xbox peut être émulée sur un PC, si vraiment il y en a besoin. C'est le cas de la Xbox One, hein, c'est déjà techniquement possible. Donc des Xbox partout ou nulle part, finalement. Parce que la Xbox de chez Asus, finalement, elle fait réfléchir à l'avenir de la marque, quoi, hein, où vous pourrez acheter plein de Xbox différentes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Xbox? Je sais pas. Donc Xbox, apparemment, ça va muter. Est-ce que ça va muter au point de devenir méconnaissable? Je sais pas. À suivre, on verra bien où ça nous amène. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un clou de plus dans le cercueil des jeux physiques hein, quelque part? Je pense qu'avec les abonnements Game Pass et cette généralisation d'une Xbox Complètement. qui est une Xbox mais pas une Xbox, je pense que ça achève Cette de... Xbox portable, évidemment, Évidemment. elle n'a aucun support physique. Hein, Pas de cartouche, évidemment. Peut-être il y a carte SD, hein, j'imagine. Carte micro SD sans doute. Non, mais je veux dire, oui, mais c'est pas un support de jeu, effectivement, de jeu physique, c'est un support de stockage. Et puis il y a un autre acteur du jeu vidéo qu'on regarde un peu comme ça au fil de l'eau, hein, en se disant quand est-ce que il va faire son dernier souffle. Malheureusement, c'est GameStop, Guillaume. Ouais, juste 2 mots.
Bon, GameStop, là, on en parle parce qu'il est toujours proprio de Micromania, aux dernières nouvelles, parce que ça Mmh. aussi, j'ai pas C'est vu, pas hein, qu'ils clair aient ça. trouvé un repreneur pour mais alors, ils cherchent vaguement un repreneur pour Micromania depuis février dernier, j'ai pas vu que ça ait marché, donc je suppose qu'ils sont toujours proprio, malgré tout. Et GameStop continue sa stratégie aléatoire, hein, pour trouver une rentabilité pérenne. Donc, après les cryptos, les mêmes stocks, après avoir forcé à fond sur le merchandising, après avoir annoncé qu'ils voulaient avoir de grosses réserves de Bitcoin, GameStop voit son salut dans les cartes à collectionner. Bon, bah, apparemment, il y a un énorme truc des cartes à collectionner en ce moment. Il y a un revival des cartes Pokémon. Je ne sais pas si tu es au courant, ça a l'air d'exploser Mais en ce moment. ça n'a jamais Je ne sais disparu, pas. les cartes Pokémon. Ouais, mais je veux dire, là, limite, ça se vend, il y a vraiment il y a un marché et tout. Enfin, je sais pas, apparemment, ça a l'air Moi, je plus suis dynamique, quoi. halluciné Je n'en de sais rien. voir. Alors, moi au collège du coup maintenant, mais en primaire, mais c'est ouf. Tu vas à n'importe quel moment de l'année depuis des années à l'école et il y a des trafics de cartes Pokémon. C'est invraisemblable. Ce truc, je n'aurais jamais pensé que ça tiendrait aussi longtemps. C'est fou. Écoute, moi non plus. En tous les cas, GameStop apparemment continue, enfin, il va se mettre à fond là-dedans. Apparemment, ils voient un vecteur de croissance, là, sur les cartes à collectionner Ah bah c'est Pokémon sûr que c'est un et truc qui autres, se bien entendu. dématérialise, hein, mais pas de la même Et vitesse. oui, oui, oui. Non, mais bon, du coup, ils continuent à essayer de miser sur des demi-arnaques quand même, hein, Hmm, parce que les boosters de cartes, c'est un petit peu des loot box en vrai, quand même. c'est pas Hein, faux. des Hmm. des loot box, qui font débat, hein, depuis en Europe en particulier, depuis assez longtemps. Effectivement, écoute, on suivra comment évolue GameStop et en particulier notre Micromania. Merci beaucoup en tout cas Guillaume pour la préparation de cet épisode et puis merci évidemment beaucoup à vous qui avez écouté cet épisode avec, on l'espère, une grande attention et une forme de plaisir. Si jamais c'est le cas, bien évidemment, il est plus que jamais nécessaire d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé si vous n'êtes pas encore abonné et on vous accueillera les bras ouverts et en vous déroulant le tapis rouge du prochain épisode hebdomadaire. Mais vous pouvez aussi discuter entre vous et avec nous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et puis on compte sur vous, hein, vraiment. Là, je suis à court sur Apple Podcast, notamment de nouveaux avis. Donc, si vous voulez crier votre amour pour, allez, peut-être pour Guillaume Poggias, pas là, mais aussi pour Tech Café, faites-le dans les avis Apple Podcast et Podcast Addict. Vous pouvez aussi déposer des avis sur Spotify. On sera ravis d'en prendre connaissance et de les partager. Et puis, en plus, il y a un truc assez génial, c'est qu'on peut aussi nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, une conclusion en forme de news ou l'inverse, hein, je sais pas. Ah, Expédition 33, c'est patché. ah oui, Tu as oui, vu? oui, oui, j'ai vu ça. Alors À je suis mon toujours dessus, désarroi, vas-y. j'allais dire. À ton désarroi? À mon Attendez, désarroi, parce qu'en fait, c'est surtout le mode histoire qui est tout à largement fait. facilité. Et en fait, je Ouais. trouvais que le mode histoire, dans plein de situations, était un peu trop facile. Et le mode normal Ben était ouais, mais un je peu trop comprends pas dur. moi Et non du plus. coup, je suis embêté parce que C'est le ce que je mode voulais trop dire. facile, il est presque encore trop facile, quoi. Mais oui, mais c'est ce que je voulais dire. Moi Ah, moi perso, j'essaye de rester en difficulté, normal. expédition quoi, le moyen, hein, Ouais. gros. Mais bon, je me suis fait éventrer par le tisseur, hein, ça se paiera. Et donc, bah, quand ça c'est comme ça, je fais comme avec Elden Ring, quoi, tu vois? Je pars me Ouais. balader, passer mes nerfs sur des mobs plus faibles pour faire de l'XP et je suis tombé sur un boss assez horrible. Bon, c'est dans les feuilles ambrées, voilà, bon, un truc Mhm, comme ça et comme je galérais, comme un rat, j'ai testé le mode histoire. mhm. Puisque j'ai eu la mise à jour aussi, j'ai vu, bon, ouais, j'étais au courant et là, je pense qu'il y a un vrai problème d'équilibrage, encore Mhm. pire, hein, parce qu'en fait, c'est le boss, il est passé de infaisable à je m'emmerde. Ah ouais, non, c'est nul. Littéralement, Ah, quoi. c'est Je pas terrible. C'est m'emmerde, en fait. dommage qu'ils aient fait ça. Ok. Donc c'est vrai que c'est pensé de manière un peu étrange parce que le mode expédition, il est pas infaisable, mais il est vraiment exigeant. Il est vraiment, bon, voilà, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment optimiser ses persos, il faut quand même comprendre un peu comment ça marche, il faut être Mhm. patient. Bon, là, après la mage, bah, après la mise à jour, bah, c'est pareil, quoi, il reste carrément, mais bon, c'est censé être la difficulté moyenne, tu Mhm. vois? Et là, le mode histoire, ah ben là, il est accessible, hein, il n'y a pas de problème, je veux dire, hein, mais vraiment, enfin, de là à dire que le jeu, il est vraiment équilibré de manière extrêmement bizarre, Mhm. c'est dommage, je trouve, parce que, du coup, ouais, je sais pas quoi, c'est soit tu t'en chies, soit tu t'emmerdes, en fait, Ouais, c'est bizarre. c'est vraiment dommage. Il y aurait eu sans doute un entre-deux à trouver. Et je me rappelle au début, quand j'y ai passé du temps sur le jeu, ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas pu le relancer, mais Cassim Montia me disait que c'est à ça qu'on voyait aussi un éditeur qui n'était pas un jeu, un triple A, et qu'on voyait que c'était un plus petit studio. C'était sur des petits détails, ça peut être sur l'interface, ça peut être aussi, tu sais, quand tu changes de personnage, c'est un peu bizarre, le fait que enfin, ça se téléporte l'un sur l'autre et tout, des petits détails. Et je pense aussi que ça se voit dans le temps, c'est-à-dire que l'équilibrage fin d'un jeu vidéo, c'est pas si simple. Alors, pourtant, vu de l'extérieur, je me dis c'est quand même beaucoup plus simple que ça. C'est une fenêtre de
parade, d'une fenêtre d'esquive qu'il faut arriver à ajuster. Au lieu de Non, mais l'ajuster de j'ai pas beaucoup, compris tu la mets un leur. peu moins, mais c'est Ah, peut-être pas si simple, hein. c'est bon, enfin, on va pas passer 2 heures sur On peut? Expédition parce que tout le monde n'y joue pas, mais c'est vrai que je peux pas me prononcer. Enfin, je suis pas à la fin du jeu complètement, même si je OK. suis quand même assez loin, hein, puisque je suis Ouais. pas très loin de la fin de l'acte 2. Et honnêtement, je trouve que le jeu est difficile, mais il est faisable. C'est un OK. peu comme Elden Ring en fait, Ouais. hein. Et d'ailleurs, il y a des côtés Dark Souls, Elden Ring dedans en Ah, réalité. Il y a des choses que bah, tu as remarqué, les affinités des armes, B, oui. C, Ah etc. oui. Ça ressemble. Tu as Mmh. remarqué aussi que les points de sauvegarde, en fait, ça ressemble à des feux de camp, puisque ça Tout à refait fait. spawner les trucs, les Exactement. mobs, Je etc. m'en suis rendu compte à mon grand regret, Et ouais. puis, comme dans Elden Ring, bah voilà quoi, tu arrives, tu as un mur, bon bah tu pars farmer, tu te balades, tu explores, tu reviens, ça va mieux. Bon. Et puis il faut faire attention, quoi. Voilà, c'est un jeu qui est exigeant, quoi. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas mal foutu dans le mode expédition, si tu veux, c'est pas mal foutu, mais c'est vraiment un niveau qui est probablement trop élevé pour Mmh. clairement le truc qui est au milieu, quoi, qui devrait être le niveau moyen. Mmh. Mais bon, ça peut être un choix. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est l'écart monstrueux qu'il y a Ouais. entre Mmh. le niveau facile et le niveau normal. Mmh. Alors, j'ai pas testé le niveau difficile parce que je suis pas complètement, voilà, je suis pas complètement masochiste, mais c'est vrai que c'est ça, par contre, cet équilibrage-là, il est vraiment zarbi, quoi. Ouais, c'est très étrange. Ça mériterait d'être vu. Le parallèle avec Elden Ring pourrait aussi se faire sur le plaisir qu'il y a, forcément, en mode normal, du coup, à poutrer un boss un peu compliqué parce que tu y arrives et tu Oui, fais mais des trucs bonbons. d'autant qu'effectivement, bon, bah, ces histoires de parade et de D'esquive. contre, c'est des Mmh. trucs qui sont bien implémentés, sur lesquels le jeu se repose peut-être un peu trop. C'est pas faux. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de Parce que ça et au point que c'est rédhibitoire si tu y arrives pas voilà, et c'est c'est très, ça. très satisfaisant Si si tu y tu y arrives arrives. pas, soit tu y arrives, Mmh. mais c'est vraiment, tu vois, si tu es vraiment très très bon à ça, tu roules sur le jeu, hein, Moi, je suis complètement, très mauvais, sache-le. parce que les contres sont tellement punitifs Ouais, que, enfin, je veux dire, pour l'ennemi, si tu les réussis, que en fait tu roules c'est sur le très jeu. puissant, ouais. Par contre, si tu n'y arrives pas, et si tu arrives très mal aux esquives Mmh. aussi, tu te fais rouler sur le jeu. Et donc il faut être Mmh. très très très, enfin, il faut vraiment être très très précautionneux sur voilà, le niveau que tu as, l'équipement, tout ça. Bon, c'est compliqué, mais c'est quand même faisable. La preuve, c'est que j'y suis arrivé, quoi, alors que j'ai mordu ma manette un certain nombre de fois. Donc, bon. Fais attention à tes dents quand même, Guillaume. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Il y a Instagram notamment, Blue Sky. Oh, je suis toujours aussi un petit peu sur Mastodon. Au passage, Mastodon qui revoit l'âge minimum d'utilisation sur mastodon.social, l'instance principale, mère, on va dire, de Mastodon. C'était à partir de 13 ans et je crois que ça va être à partir de 16 ou 18, je sais plus. En tout cas, c'est largement rehaussé. Bref, sur les réseaux sociaux. Et puis, bien évidemment, hein, comme d'habitude, dans votre podcast, dans Tech Café. Donc rendez-vous dans une semaine dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.